à tous. D'abord, j'aimerais vous remercier sincèrement de vous être déplacés en si grand nombre aujourd'hui. Je me présente, Antoine Pajot-Saint-Hilaire. Je suis représentant jeune du Parti québécois dans la circonscription de Louis-Hébert et vice-président du Parti québécois de l'Université Laval. Aujourd'hui, le comité régional des jeunes du Parti québécois de la capitale nationale, en collaboration avec le Parti québécois de l'Université Laval, est fier de vous présenter un débat sur l'identité québécoise. Un débat sur un thème sociopolitique fondamental et dont les participants aujourd'hui sont des plus intéressants. Donc, sans plus tarder, je vous les présente. Stéphane Dion est diplômé en sciences politiques à l'Université Laval et docteur en sociologie à l'Institut d'études politiques de Paris. Il a enseigné la science politique à l'Université de Moncton et à l'Université de Montréal entre 1984 et 1996. Il est député libéral de Saint-Laurent-Cartierville à Ottawa depuis 1996, fut ministre des Affaires intergouvernementales de 1997 à 2003, puis ministre de l'Environnement de 2004 à 2006. Stéphane Dion fut ensuite chef du Parti libéral du Canada de 2006 à 2008. Mathieu Bock-Côté, lui, a étudié la philosophie à l'Université de Montréal pour se diriger ensuite vers la sociologie à l'Université du Québec à Montréal, où il a ensuite complété sa maîtrise et poursuit présentement son doctorat. De 2003 à 2004, il était rédacteur au cabinet de Bernard Landry. Sociologue et chroniqueur, il est chargé de cours à l'UQAM et est auteur de 3 livres, La dénationalisation tranquille et La cité identitaire, tous deux parus en 2007, puis Fin de cycle, paru en février dernier. Donc, merci de les applaudir chaleureusement. Je tiendrai à préciser d'abord que les opinions des débatteurs aujourd'hui ne reflèteront pas nécessairement celles du Parti québécois, évidemment. Je vais maintenant vous présenter rapidement les règles qui encadreront notre débat d'aujourd'hui. Donc, c'est un peu dommage de devoir le faire, mais c'est très important pour la bonne structure du débat. Alors, j'y vais rapidement. L'ordre des droits de parole entre les débatteurs sera tiré au sort sous peu. Chaque conférencier procédera d'abord à un exposé de 15 minutes répondant à la question de départ, que vous avez peut-être vu déjà, la question qui est le modèle multiculturel canadien peut-il satisfaire le particularisme québécois? Chaque débatteur aura ensuite un droit de réplique de 5 minutes sur cette question. Puis ce sera votre tour, cher public, de formuler vos questions. Alors sous peu, on devra avoir des micros pour la salle. Il y aura 2 micros pour l'audience, chacun assigné à un débatteur. Le modérateur alternera les questions d'un micro à l'autre. Si la question s'adresse aux 2 débatteurs, c'est celui qui est assigné au micro dont provient la question qui répondra le premier. Les personnes qui posent des questions, et ça c'est très important, devront s'identifier et adresser une seule question. Il ou elle doit préciser si cette question s'adresse à un débatteur ou aux 2. Les questions posées devront être courtes, pas plus d'1 minute, et demeurer à l'intérieur du thème du débat. Le débatteur à qui une question s'adresse disposera de 2 minutes pour répondre. L'autre débatteur pourra répliquer ensuite en 2 minutes également. Si la question est adressée aux 2 débatteurs, ils disposent chacun de 2 minutes. Le modérateur va interrompre un orateur qui ne respecte pas les temps de parole accordés ou qui s'écarte du thème du débat. On vous demande d'être respectueux, s'il vous plaît. Que ce soit durant les exposés ou lors de la période de questions, le temps de parole n'est pas transférable. Ce qui veut dire que si un conférencier n'utilise pas pleinement son temps de parole, l'autre ne bénéficie pas de plus de temps, d'un temps prolongé. À la fin de la période des questions, les 2 débatteurs disposeront chacun d'1 minute et demie pour conclure. L'ordre des présentateurs va être à la fin pour la conclusion, inversé par souci d'équité. Donc finalement, afin que ces règles soient respectées selon les règles de l'art, il me fait plaisir de vous présenter notre modérateur. Il est professeur émérite associé et directeur du Centre d'études sur les médias au département d'information et de communication de l'Université Laval. Un grand merci à M. Florian Sauvado. Simplement vous rappeler ici qu'à la fin du débat, vous pourrez procurer les livres de M. Dion et M. Bock-Côté. Ils sont en vente par la Coop Zone juste ici. Merci beaucoup, bon débat. Alors, merci beaucoup de m'avoir invité. Je suis très heureux de participer modestement à ce débat qui sera sûrement de haut niveau avec les 2 invités que nous avons avec nous. Alors, j'espère me souvenir de la façon d'animer ou de modérer un débat. J'ai fait ça dans ma jeunesse. Vous savez, moi, j'ai mieux connu le père de M. Dion que M. Dion lui-même. Alors, ça vous donne une idée de l'époque où je faisais ça. Même si j'ai connu le père de M. Dion, ça n'a pas brillé. Alors,
Nous allons tirer à pied ou face pour savoir qui commence. Monsieur Bocoté, je prends la reine. Et alors, C'est la reine. alors c'est M. Dion qui commence. Mesdames et messieurs, M. Sauvageau, M. Bocoté, M. Pajot-Saint-Hilaire, vous nous posez une question de départ qui est la suivante. Le modèle multiculturel canadien peut-il satisfaire le particularisme québécois? À cette question, je réponds oui. C'est bien la première fois que le Parti québécois me pose une question à laquelle je puisse répondre oui. Ce débat sur l'identité, la première chose qui me semble qu'on doit dire sur l'identité, c'est que l'identité est d'abord et avant tout personnelle. Personne d'autre que vous n'a votre identité. Et vous ne pourriez pas vivre libre en société si la société ne reconnaissait pas ce caractère unique de votre personne. C'est ce qu'on appelle la philosophie libérale des droits individuels. Et là, l'enjeu, c'est de s'assurer qu'une fois qu'on est reconnu dans nos droits individuels, la société ne soit pas faite d'une addition d'égoïstes qui ne se sentent pas liés les uns aux autres par aucune loyauté, aucun dévouement. Donc, il faut créer ce dévouement, cette loyauté, cette capacité de se donner des objectifs communs. Et ça suppose des efforts de la part des individus qui doivent devenir des citoyens, mais des efforts aussi de la part de la société à travers ses institutions et ses autorités politiques pour identifier les objectifs qui puissent rejoindre tout le monde. Alors, si on part du point de vue des individus qui doivent devenir citoyens, c'est beaucoup plus facile d'y arriver si on évite de ne retenir en soi qu'une seule appartenance qui risque d'être exclusive et d'écarter beaucoup d'autres, que ce soit l'ethnie ou la religion, et qu'on essaie d'embrasser au contraire les multiples appartenances sociales qui nous viennent de la vie. Qui peut être à la fois une famille, plus ou moins élargie, un groupe d'amis, un milieu social ou professionnel, une entreprise, un syndicat, un parti politique, comme c'est le cas aujourd'hui, un village, une ville ou un quartier d'une ville, et bien sûr, la communauté humaine dans son ensemble. Si on embrasse toutes ces appartenances, il y a plus de chances qu'on trouve dans l'autre des points qui se recoupent, des objectifs qu'on peut partager et qu'on peut faire ensemble. Et ça fait donc une société qui est prédisposée à être plus solidaire, où on est moins en danger de voir dans l'autre un étranger, une menace ou un ennemi. La société, de son côté, a intérêt par ses autorités politiques et ses institutions à, bien sûr, avoir une mémoire, mais cette mémoire ne doit pas être passée, au sens où elle serait fermée au changement. Elle doit être capable de s'adapter. Cette société doit se donner les objectifs qui, autant que possible, pour ceux qui sont les plus fondamentaux, sont universels et non pas exclusifs liés à l'ethnie ou à la religion, plutôt des valeurs universelles. C'est pourquoi, d'habitude, on les définit comme la paix, l'ordre et le bon gouvernement, la liberté, l'égalité et la fraternité, ou la liberté et la recherche du bonheur. Et de trouver comme légitime toutes les appartenances qui peuvent s'inscrire dans ces objectifs universels. C'est ainsi, à mon avis, que se pose la question de l'accueil des nouveaux arrivants dans une société. On doit les aider à s'intégrer, nécessaire qu'ils s'intègrent. Mais on doit aussi être intéressé à ces personnes, intéressé à apprendre d'elles, intéressé à enrichir notre société de l'apport qu'elles peuvent nous transmettre. On peut aussi, et on doit, à mon avis, s'appuyer sur des communautés qui sont faites d'immigrants de deuxième ou troisième génération, qui peuvent accueillir les nouveaux arrivants de leur pays d'origine, les guider dans ce processus d'intégration, puisqu'eux-mêmes sont passés par là. Et en retour, la société peut ainsi apprendre de ces communautés et s'enrichir des éléments de leur culture qui sont compatibles avec les valeurs universelles dont j'ai parlé plus tôt. Tel est le pari du multiculturalisme. Le pari du multiculturalisme n'est pas d'inviter les nouveaux arrivants à écrire quelque chose sur une page blanche. La page n'est pas blanche, mais elle n'est pas complétée non plus, elle n'est pas achevée. Ils peuvent y ajouter quelque chose. Et chez nous au Québec, ils peuvent l'ajouter en français. J'ai dit que le multiculturalisme était un pari, parce que comme toute politique, ça peut mal tourner si elle est mal faite. Ça peut devenir une addition de ghettos fermés. Ça peut devenir une tolérance malsaine pour des pratiques contraires aux valeurs démocratiques et libérales. Mais quand elle est bien faite, au contraire, ça amène à une intégration graduée des nouveaux arrivants dans la société qui peut être complétée en moins de 3 générations. L'autre modèle,
Le modèle de l'assimilation à sens unique est beaucoup moins efficace comme processus d'intégration et il tend à nourrir chez les habitants du pays d'accueil une attitude défensive qui les amène à voir dans les nouveaux arrivants des hordes d'envahisseurs, une menace à leur identité historique nationale perçue comme un tout intégré et immuable. Et en retour, les nouveaux arrivants se sentent rejetés, diminués, ce qui amène des sentiments de rejet mutuel qui peuvent s'envenimer de génération en génération. Quand on dit que les pays européens ont échoué, que la politique de multiculturalisme a échoué dans les pays européens, c'est inexact. Les pays européens, pour la plupart, n'ont jamais essayé le multiculturalisme. Ils ont essayé plutôt le modèle de l'assimilation à sens unique. Ils ont parqué leurs immigrés dans des statuts juridiques compliqués en marge de leur société. Ils ont trop misé sur le modèle de l'assimilation à sens unique et regardez ce que cela leur a donné. Même les pays les plus modérés d'Europe ont maintenant une extrême droite xénophobe représentée au Parlement. En France, le président Sarkozy, pour survivre politiquement, se sent obligé de courtiser l'électorat d'extrême droite du Front National. On n'a pas l'équivalent au Canada. Selon plusieurs indicateurs, et j'y reviendrai, le Canada assimile, intègre ces nouveaux arrivants beaucoup mieux que les autres pays occidentaux. Et c'est un enjeu qu'on trouve partout, dans tous les pays occidentaux. On trouve le remplacement d'une population blanche et chrétienne par une population beaucoup plus diversifiée sur le plan ethnique, culturel et religieux, ce qui amène des pressions pour des accommodements qu'on s'efforce de garder raisonnables. Donc, ce n'est pas un débat qui est propre au Québec, on le voit partout en Occident. C'est un phénomène de grande ampleur qui est rendu plus compliqué d'ailleurs par la tragédie de septembre 2001 qui a crispé les attitudes envers les communautés musulmanes. Cependant, comme je le dis, ça se passe mieux au Canada qu'ailleurs. Pas sans problème, mais avec moins de problèmes. Et à mon avis, il y a trois facteurs qui expliquent cela. Le premier facteur qui explique que ça se passe mieux au Canada qu'ailleurs, c'est notre histoire. Très rapidement, le Canada a dû apprendre à accommoder des populations différentes. À travers les erreurs et les difficultés, les protestants britanniques et les catholiques français ont dû établir des bases d'une vie en commun qui les a préparés à accueillir des êtres humains de partout à travers le globe. Notre histoire, c'est aussi celle d'un des rares pays occidentaux qui n'a jamais déployé ses troupes à l'étranger pour d'autres raisons que d'aider à la paix et à la justice. N'a jamais eu d'empire, n'a jamais été l'agresseur, ce qui facilite grandement les relations des communautés au Canada et l'intégration des nouveaux arrivants qui n'ont envers le Canada que des sentiments positifs, sans traumatisme historique, comme on peut le voir dans quantité d'autres pays. Le deuxième facteur qui nous aide à intégrer les nouveaux arrivants tient à notre géographie. Nous sommes un des rares pays développés qui n'a pas dans son voisinage immédiat de pays du tiers-monde. Si notre voisin, on ne vient au Canada que par des longs trajets en bateau, en avion ou en traversant les États-Unis. Si nous avions comme voisin immédiat soit le Mexique ou la Turquie, il nous serait beaucoup plus difficile de maîtriser les flots d'immigration et de se donner des politiques d'intégration efficaces. Mais encore faut-il choisir des politiques d'intégration efficaces. Et à mon avis, le troisième facteur qui explique que les choses se passent mieux au Canada que dans les autres pays, c'est parce que très rapidement, avant les autres pays, on s'est donné une politique de multiculturalisme en 1971, que nous avons enchâssé dans notre Constitution en 1982. Alors, qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça donne que les études comparatives, et je pourrais donner des citations exactes si on me les demande, les études comparatives confirment que le processus d'intégration des nouveaux arrivants se passe mieux au Canada qu'ailleurs dans le monde occidental. Par comparaison à toutes les autres démocraties occidentales, les Canadiens sont plus susceptibles de dire que l'immigration est avantageuse à Montréal, à Toronto, à Vancouver, moins susceptibles de croire que les immigrants sont portés au crime. Les immigrants, de leur côté, se sentent mieux intégrés qu'ailleurs, ont un sentiment de fierté dans leur nouveau pays d'accueil, et les études confirment que les immigrants tendent, bien sûr c'est une tendance, c'est pas unanime comme on le sait, mais tendent à accepter les valeurs de la Charte, y compris les droits des femmes et des homosexuels. Par comparaison avec les autres démocraties, les immigrants au Canada deviennent beaucoup plus citoyens qu'ailleurs. On n'a pas des milliers de gens qu'on croise dans la rue qui n'ont aucun statut face à l'État. Ils deviennent citoyens.
et ils participent au processus politique, ils votent, ils se présentent aux élections beaucoup plus qu'ailleurs, et en retour, les Canadiens de longue date votent volontiers pour des immigrants, ce qui prouve bien le caractère réciproque de l'intégration. Les enfants des immigrants, sur le plan de l'éducation, réussissent mieux que dans n'importe quel autre pays développé occidentaux. Les immigrants de deuxième génération au Canada réussissent mieux que les enfants de parents non immigrants. Et même les enfants de milieux socio-économiques pauvres ou moins que la moyenne réussissent mieux que les enfants de parents qui sont ici depuis longtemps. Ça, c'est un phénomène complètement unique au Canada. Les zones de concentration résidentielle des immigrants, parce qu'il y en a bien sûr au Canada, et des minorités visibles, sont moins marquées par la pauvreté économique, la mobilité réduite, l'isolement social qu'on voit dans les ghettos aux États-Unis ou en Europe. Les quartiers ethniques au Canada n'ont rien à voir, par exemple, à ce que vous trouverez dans les banlieues parisiennes. Le taux de mariage mixte est d'ailleurs beaucoup plus élevé au Canada qu'ailleurs. Même la communauté musulmane, il y a toujours des problèmes avec les communautés musulmanes en Occident. Cependant, les sondages internationaux confirment que les musulmans au Canada sont moins susceptibles de se sentir projetés ou de croire que les autres leur sont hostiles et beaucoup plus mieux disposés envers leur pays que ce que l'on peut trouver ailleurs. En somme, au Canada, on réussit mieux à obtenir l'intégration civique plutôt que l'isolation ethnique ou la ségrégation communautaire, surtout dans nos grandes villes, Montréal, Toronto, Vancouver. Bien sûr, nous avons nos problèmes. La nouvelle cohorte d'immigrants s'intègre plus difficilement au marché du travail, mais c'est dû à des problèmes comme la reconnaissance des diplômes étrangers, l'évaluation de l'expérience du travail à l'étranger et la formation linguistique. Et face à ce problème de rattrapage économique, le multiculturalisme fait partie de la solution et non du problème. En conclusion, Monsieur le Président, le multiculturalisme est une force sur laquelle le Québec et le Canada tout entier doivent continuer de s'appuyer. Merci beaucoup. A été fait en 12, alors j'espère que vous prendrez l'exemple. Et les temps ne sont pas transférables. Alors, un mot pour remercier d'abord et avant tout l'Université Laval d'accueillir ce débat et le Parti québécois de l'Université Laval de l'organiser. Je suis très heureux d'y participer. Alors, à votre grande surprise, à la question posée, le multiculturalisme canadien est-il compatible avec la reconnaissance de l'identité québécoise? Bien sûr que non. Bien sûr que non, pour une série de raisons que j'explorerai dans le cadre de mes 15 minutes. Je donne néanmoins quelques pistes de réponse. Nous pourrions parler tout simplement de la crise mondialisée du multiculturalisme telle qu'on la voit partout dans le monde aujourd'hui. Les pays, les uns après les autres, remettent en question leur adhésion à la philosophie multiculturaliste. Les pays, les uns après les autres, redécouvrent les vertus de l'appartenance nationale, du sentiment national, redécouvrent ce lien intime et indépassable entre la nation et la démocratie, car la nation sans la démocratie est étouffante, et la démocratie sans la nation est éthérée. Alors nous redécouvrons peu à peu les vertus de l'appartenance nationale, les vertus d'une communauté politique fondée sur une appartenance historique qui vient irriguer la pratique de la citoyenneté. Ça, c'est pour le contexte général. Dans le contexte canadien, et je répondrai bien évidemment à partir du contexte canadien, la chose est encore plus compliquée. Je disais que la question du Québec, que la question de l'identité québécoise est incompatible avec le multiculturalisme canadien. Je pousserais plus loin en disant qu'elle est impensable dans le multiculturalisme canadien, qu'elle ne peut pas se formuler dans les paramètres politiques, historiques et institutionnels du multiculturalisme canadien. D'abord et avant tout, une banalité doit être rappelée, une banalité qu'on a tendance à oublier. Le multiculturalisme canadien a été pensé explicitement pour oblitérer la question du Québec, pour oblitérer explicitement la différence nationale québécoise. Le Canada, dans les années 60, hérite d'une vieille problématique historique, c'est celle de tenir ensemble deux peuples inégalement fondateurs ou qui se reconnaissaient néanmoins leur existence mutuelle. Le multiculturalisme, qui nous vient de la philosophie de ce point de vue de Pierre Elliott Trudeau,
pose la thèse suivante: pour se délivrer de sa question nationale, le Canada ne doit pas chercher à répondre à l'aspiration de ces deux peuples fondateurs, mais doit plutôt abolir la référence à ces deux peuples fondateurs. De ce point de vue, le Canada de Trudeau va se refonder sur la négation de son expérience historique, va se refonder sur la négation de ces deux peuples fondateurs. Et c'est une chose qui doit être dite. On a l'habitude au Québec, avec raison, de croire que le multiculturalisme a été pensé, qu'on me pardonne cette formule qui aujourd'hui est transgressive, mais contre nous. Le multiculturalisme a été pensé comme une manière de contourner et de neutraliser la différence nationale québécoise, la réalité nationale québécoise. Mais ce que nous oublions souvent aussi, c'est que le multiculturalisme s'est aussi pensé comme une négation de l'identité canadienne-anglaise. Le multiculturalisme s'est aussi pensé comme une neutralisation du peuple canadien-anglais d'une certaine manière. On nous proposait non plus le pays de ces deux peuples fondateurs, mais un pays transcendant son expérience historique, ces deux peuples fondateurs, pour créer finalement une citoyenneté post-nationale, post-historique, une citoyenneté tenant dans le seul culte des droits humains, tel qu'incarné dans la Charte des droits et la Constitution de 1982. C'est une philosophie qui repose conséquemment sur la négation de l'histoire, et parce qu'elle vient par ailleurs avec le primat de la Charte et le gouvernement des juges qui l'accompagnent, qui s'accompagne aussi, doit-on le noter, d'une négation de la souveraineté populaire et de la référence au fondement de la démocratie, quant à moi. La matrice dualiste du Canada. La matrice dualiste du Canada historique. Ce rapport de pouvoir, ce rapport historique entre deux peuples fondateurs cherchant à trouver un accommodement entre eux pour partager une même communauté politique, cette matrice dualiste a été rangée au musée imaginaire des idées politiques désuètes par le multiculturalisme. Car la question du Québec dans le Canada ne pouvait se penser que dans la matrice dualiste. Pour poser la question du Québec, d'abord devait-on reconnaître que le Québec avait un interlocuteur. Pour poser la question du Québec, d'abord devait-on l'inscrire dans la trame historique qui l'a fait apparaître. Lorsque le multiculturalisme arrive, il dit qu'il n'y a plus deux peuples fondateurs, il y a 10 provinces, le territoire, une charte des droits, et des Canadiens n'appartenant plus à leur peuple d'origine d'une certaine manière, mais des Canadiens de la charte. La matrice dualiste n'existe plus, le cadre à partir duquel penser la question du Québec n'existe plus, et ce qui reste de la nation québécoise apparaît à la manière d'un résidu folklorique, plus ou moins charmant selon l'administration en place à Ottawa. La nation québécoise, de ce point de vue, n'est plus une communauté politique fondatrice, exprimant une réalité historique. La nation québécoise, lorsqu'on la nommera, si on prend la peine de la nommer, comme on l'a vu en 2006, la nation québécoise, rappelez-vous, avec la reconnaissance de la nation par le gouvernement Harper en 2006, nous nommons la nation québécoise à condition de priver cette reconnaissance de toute conséquence politique. Le Canada de Trudeau s'est pensé à la manière d'une reconnaissance de toutes les identités. Parmi celles-là, il y avait aussi la reconnaissance d'un groupe autrefois fondateur, désormais communauté parmi d'autres, nommé les francophones. Eh bien, cette communauté déterritorialisée, à laquelle on ne reconnaît plus un rapport politique privilégié avec le Québec, dépolitisée, car on ne lui reconnaît plus le droit à ses propres institutions, ethnicisée, parce qu'on la transforme en une communauté parmi d'autres dans le Canada de la diversité. Eh bien, cette communauté politique, cette nation, lorsqu'on veut néanmoins la nommer, n'apparaîtra, on l'a vu en 2006, qu'à la manière d'une touche de bleu, vaguement folklorique, mais si charmante, dans la mosaïque multiculturelle canadienne. Alors, vous comprenez pourquoi je me reste environ... Il vous reste 8 minutes. Oh, c'est merveilleux. Et vous pouvez terminer. Oh, certainement pas. Alors, vous voyez que le problème de base du multiculturalisme est le suivant. Il s'agit d'une philosophie politique devenue au Canada philosophie d'État, encastrée dans les institutions, portée par un appareil d'État, portée par le pouvoir judiciaire, portée par ailleurs aussi par une partie du système médiatique. Cette philosophie est fondée sur la négation de l'histoire, du substrat historique à partir duquel se pense normalement la citoyenneté, à partir duquel se pense normalement la démocratie. De ce point de vue, le Canada tel que nous le connaissons est un Canada
qui a renoncé à sa propre histoire. Toutefois, les circonstances politiques font en sorte de nous rappeler que si nous pouvons oublier les peuples et oublier de les mentionner dans les constitutions, les peuples ne disparaissent pas pour autant. Depuis quelques années, nous voyons que le peuple canadien-anglais, longtemps marginalisé, longtemps oblitéré, le peuple canadien-anglais qui lui-même, c'est un peu perdu dans le Canada de Trudeau, le peuple canadien-anglais cherche à se réaffirmer aujourd'hui. On le voit à Ottawa en ce moment avec le gouvernement Harper, où le vieux Canada anglais, dernière trace du Canada historique, reprend forme politiquement et cherche à se nommer et cherche à redéfinir le pays en fermant la parenthèse trudeauiste. Le Canada anglais se redécouvre lui-même. De ce point de vue, le Canada redécouvre son histoire. Mais il la redécouvre de quelle manière? Il ne la redécouvre pas à travers la matrice dualiste telle que nous la connaissions, c'est-à-dire cette matrice qui permettait un dialogue entre les deux peuples fondateurs et que les trudeauistes ont contribué à casser. Le Canada anglais redécouvre son histoire à travers la figure privilégiée de l'hégémonie anglophone ou britannique. Nous le voyons en ce moment à Ottawa, à travers la revalorisation de l'héritage monarchiste du Canada anglais, qui est mis de l'avant à la manière d'un rappel identitaire des origines britanniques du Canada. Nous le voyons aussi avec cette volonté de liquider les dernières traces du biculturalisme dans la Constitution canadienne ou dans l'administration de l'État canadien, lorsqu'il a liquidé le bilinguisme, qui était une forme d'accommodement envers un des deux peuples fondateurs. Nous le voyons aussi dans la redéfinition de la politique étrangère, par exemple. Ça nous éloigne minimalement de notre question, mais on en voit aussi une conséquence. Lorsque le Canada se réaligne finalement à la manière du premier allié de l'anglosphère. Autrefois, la capitale était à Londres, aujourd'hui, elle était à Washington. Mais le Canada redécouvre finalement sa vocation de premier allié de l'anglosphère. Le Canada anglais se redécouvre finalement. Il cherche à se réapproprier son pays. Mais il ne redécouvre son histoire qu'en oubliant la nôtre. De ce point de vue, le multiculturalisme canadien pourrait bien être, dans les prochaines années, un instrument de l'État fédéral pour poursuivre la marginalisation du peuple québécois au Canada, sans pour autant affecter en profondeur le peuple canadien-anglais appelé à ressaisir, à renaître à sa propre identité. Le portrait n'est pas rose, c'est le moins qu'on puisse dire. J'en reviens néanmoins à cette idée de fond. Dans ce Canada, devenu étranger à sa propre histoire, ou n'y reconnaissant finalement que le récit des vainqueurs, la question du Québec ne peut plus se poser. Ce n'est pas que la question du Québec, on ne peut plus y répondre, c'est qu'on ne peut plus la poser. Parce que la question du Québec présuppose que nous ayons de la communauté politique, de la démocratie, une vision qui n'est pas étroitement libérale, qui n'est pas étroitement individualiste, qui n'est pas étroitement rationaliste, pourrais-je dire, cette vision d'une raison juridique amincissant les communautés politiques jusqu'en liquider leur substrat historique. Poser la question du Québec, c'est redécouvrir une vision de la démocratie où l'histoire n'est pas absente. Poser la question du Québec, c'est redécouvrir du Canada une histoire qui n'est pas celle du paradis humanitaire des droits de l'homme, ce laboratoire de l'utopie selon la formule de Jacques Attali, qu'il ne faudrait pas briser sous peine de faire un crime contre l'humanité selon la formule de Pierre-Éliott Trudeau. Nous devons redécouvrir une vision de la politique et de l'histoire, je dirais de la politique et de la démocratie, où l'histoire est fondatrice. Et nous devons redécouvrir la différence québécoise, non pas à la manière d'une différence identitaire parmi d'autres, mais à la manière d'une différence identitaire politiquement fondatrice. Ce qui nous ramène au Québec, finalement. Le Canada contemporain ne peut plus accueillir la question du Québec. Car le multiculturalisme n'est pas qu'une politique sur deux à Ottawa. C'est une philosophie inscrite dans les institutions du régime canadien. C'est une philosophie qui a généré une forme de révolution des institutions à Ottawa. C'est une philosophie qui, par ailleurs, a transformé profondément la culture politique canadienne. La transformer en profondeur à un point tel, devrais-je dire, qu'elle est parvenue pendant un temps à s'imposer sous un autre nom au Québec. Nous en sommes venus à douter de l'aspiration légitime de la majorité historique francophone à constituer le pôle identitaire fondateur de la communauté politique québécoise. Nous en sommes venus à douter, parce que vivant sous le régime multiculturaliste canadien, nous en sommes venus à douter nous-mêmes, finalement, du rapport privilégié entre l'expérience historique québécoise et la communauté politique québécoise, entre la majorité historique francophone et la démocratie québécoise. Pour mener, donc,
une critique convaincante, efficace, réelle du multiculturalisme canadien, nous devons nous déprendre de cette fiction abstraite d'une communauté politique ne devant rien à ses héritages, et nous devons redécouvrir à la québécoise une pensée politique de l'appartenance. Je rappelle ce que je disais au début, que l'appartenance est une source indispensable pour irriguer notre expérience, notre exercice de la démocratie. J'ajouterais que le sentiment de notre propre appartenance, de ce point de vue, est indispensable pour mener la critique d'un régime fondé sur la négation de ce que nous sommes, et qui non seulement ne prend plus la peine de nous nommer, mais ne prend tout simplement plus la peine de nous combattre, parce qu'il croit nous avoir une fois pour toutes vaincus. Je vous remercie. Je suggère que vous restiez ici pour les répliques. Chacun aura 5 minutes, 4 c'est mieux. Alors, M. Dieu. Merci, M. Sauvageau. M. Bock-Côté terminé en disant qu'il fallait se défaire de la vision abstraite. Je vous demanderais, lequel d'entre vous deux a été le plus concret? M. Bock-Côté, est-ce que vous m'entendez? Oui. M. Bock-Côté a terminé en disant qu'il faut se défaire de la vision abstraite. Alors, je vous demanderais lequel de nous deux a été le plus concret. Moi, j'ai parlé des vrais problèmes, il me semble, des problèmes de société où les gens doivent vivre ensemble la vie de tous les jours. J'ai fait un ensemble de constats et il les a pas contestés. Et je m'attendrai à ce qu'il le fasse, mais je suis prêt à réagir si jamais il les conteste. Au Canada, on intègre mieux les nouveaux arrivants qu'ailleurs. Oui ou non? Non. C'est la réponse, c'est oui. Oui, effectivement. Il suffit de les donner, j'ai hâte de les entendre. Parce que moi, je peux en produire. Les gens voient moins dans l'immigration de menaces au Canada qu'ailleurs, voient moins dans les immigrants des envahisseurs qu'ailleurs, les lient moins à la criminalité qu'ailleurs. Donc, il y a moins de préjugés et les immigrants se sentent plus intégrés, plus acceptés. Et ils réussissent mieux à l'école que les immigrants du pays. Ils réussissent parfois même mieux à l'école que les Canadiens de longue date. C'est une réussite, non? C'est important, ces choses-là, dans la vie de tous les jours. Dans la capacité d'avoir un pays qui fonctionne bien. Alors, si je me trompe, si ces informations-là sont fausses, j'attends que M. Bock-Côté sorte concrètement, de façon non abstraite, des données qui contredisent ce que je dis. Et si ce que je dis est exact, il faut en prendre acte et comparer donc ce modèle multiculturel qui fonctionne mieux que l'autre modèle de l'assimilation au sens unique. On dit aux gens, voici, c'est notre identité nationale, historique, elle est immuable, fondez-vous en elle, sinon on vous rejettera. C'est cet autre modèle que l'on veut valoriser, qu'on me prouve qu'il fonctionne mieux. En Europe, on a beaucoup misé sur ce second modèle et on voit les difficultés qu'ils ont. Certains pays ont fait une certaine ouverture au multiculturalisme et ont retraité depuis, comme les Pays-Bas. Et ça leur vaut une extrême droite beaucoup plus virulente et des relations beaucoup plus difficiles avec les nouveaux arrivants. Alors voilà, moi, pourquoi je dis que le multiculturalisme fonctionne. Or, il fonctionne à Montréal, il fonctionne au Québec, il fonctionne en Ontario, il fonctionne en Colombie-Britannique. On apprend les uns des autres au Canada, on fait des erreurs, on fait des accommodements qui sont parfois pas très raisonnables, et on se fâche, on réajuste. C'est des débats qu'on doit mener ensemble pour pouvoir réussir. Parce qu'il ne faut jamais être complaisant, c'est un problème de tous les jours. Maintenant, l'affirmation selon laquelle le Canada se serait donné cette politique, non pas parce qu'elle réussit mieux que l'autre, mais pour, là, il y a tellement d'expressions qui ont été prises, mais j'en retiens une, la marginalisation du peuple. Mais pas que ça aurait été la motivation. Alors, allez me dire que quand vous allez à Toronto, où il y a 40% des gens qui sont nés à l'étranger, ils ont fait ça pour marginaliser les Québécois à Toronto. Allez me dire ça aux gens de Vancouver. Alors vraiment, le multiculturalisme aurait été pensé, voulu en fonction de ça. Je trouve que c'est un peu paranoïaque, mesdames et messieurs. Je pense que c'est une politique qui fonctionne bien. On a tout intérêt à l'appliquer ensemble et à faire attention au dérapage. Si je me trompe, qu'on amène des données et des preuves, s'il vous plaît, et non pas des arguties très abstraits. Merci beaucoup. Bon. Le terme parlementaire. Très bien. Alors, je répondrai non pas de manière désordonnée, mais en prenant les derniers points et en se comptant. Le multiculturalisme apparaît dans l'histoire canadienne. Je ne croyais pas me transformer ici en historien, mais si je peux faire
de son minimale. Dans les années 60, et c'est un héritage aussi des années 50, dans les années 60, il y a discussion sérieuse, approfondie au Canada sur le réaménagement du pacte politique canadien, de la communauté politique canadienne. Et la vision portée à la fois par certains conservateurs à la Stanfield et par certains progressistes ou libéraux à la Pearson, c'est que la question du Québec est historiquement un problème non résolu dans le Canada et que le Québec doit avoir un traitement singulier, un traitement spécifique. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'une communauté parmi d'autres, mais d'un des deux peuples fondateurs. Pierre Elliott Trudeau apparaît dans le paysage politique, hérite d'une vision paranoïaque, de l'antinationalisme, pour qui tout nationaliste est un duplessiste et tout duplessiste a des sympathies avec les années 30 européennes. Trudeau arrive et dit « Nous ne devons pas reconnaître, sous la figure du biculturalisme », c'était la commission Laurent-Bodanton, c'était la vision aussi d'éminents professeurs de sciences politiques pendant longtemps au Québec. Cette vision biculturelle, cette vision binationale, Trudeau veut la congédier. Il ne reconnaît pas le dualisme fondateur du Canada, mais cherche une stratégie de substitution pour programmer une reconnaissance diversitaire de la mosaïque canadienne sans pour autant tenir compte du dualisme, autrement sous la figure d'un bilinguisme coast to coast. Le multiculturalisme apparaît dans l'histoire canadienne dans ce contexte. Et faire l'économie de ce contexte pour penser les origines du multiculturalisme, c'est de proposer de faire l'histoire sans les faits. Ça nous amène à la deuxième question qui me permettra de la retourner à Stéphane Dion. J'ai écouté votre exposé. Il y avait un élément qui était absent. C'était le Québec. Vous nous avez parlé de la réussite exemplaire du modèle multiculturel canadien en prenant le Canada comme référence définitive. Ce qui ne me surprend pas, mais ce qui m'étonne dans la mesure où la question était néanmoins posée. Y a-t-il un rapport spécifique du Québec? Y a-t-il une manière de traiter la spécificité québécoise, non pas comme une spécificité ethnique parmi d'autres, non pas comme une province parmi d'autres, mais à la manière d'une réalité historique fondatrice du Canada? Y a-t-il moyen, dans le multiculturalisme canadien, de reconnaître ce caractère fondateur de la différence québécoise dans la perspective historiquement connue du dualisme canadien? J'en ai pas l'impression. Ce qui m'amène au troisième point, l'intégration fonctionne bien au Québec. Voilà une bonne nouvelle. À l'heure de la régression du français à Montréal, à l'heure d'une régression inquiétante, j'ajoute, du français à Montréal, où la référence, non seulement, je dirais, au niveau des institutions, on le voyait encore récemment dans l'actualité, où les institutions travaillent quelquefois québécoises. On n'a pas toujours besoin d'Ottawa pour se faire du mal au Québec. On peut parfaitement se faire du mal nous-mêmes. À l'heure où les institutions québécoises, quelquefois, travaillent à l'anglicisation des nouveaux arrivants, à l'heure où, par mauvaise conscience, quelquefois, nous hésitons à transmettre cette histoire, cette mémoire qui est la nôtre et à partir duquel devrait penser la citoyenneté, à l'heure, je l'ai dit, où le français est en régression à Montréal et semble de moins en moins populaire, selon les derniers sondages de l'actualité qui ne manquaient pas d'intérêt, dans un contexte par ailleurs au Québec où la référence à la majorité francophone est de plus en plus marginalisée, et dans un contexte institutionnel et un régime politique où on ne reconnaît pas le caractère fondateur de cette majorité francophone au Québec, héritage encore une fois ici du multiculturalisme canadien, eh bien, il m'apparaît possible de dire que l'intégration ne fonctionne pas aussi bien qu'on nous le propose dans ce récit enchanté, et qu'il est possible, conséquemment, pour peu qu'on ait une vision de la communauté politique qui ne fonctionne pas seulement à la reconnaissance de la Charte des droits comme horizon ultime du bien commun, il m'apparaît possible de penser une critique sérieuse des limites de l'intégration. Au Québec, nous dirons que l'intégration ne fonctionne bien qu'à condition d'en avoir une définition si minimale qu'elle ne peut plus rien dire. L'objectif des nouveaux arrivants est d'apprendre à dire « nous » avec la majorité. C'est un objectif absolument légitime, c'est une manière de tendre la main. Je crois que cet objectif, nous pouvons nous y tenir. Je considère que cet objectif est contrarié par le multiculturalisme d'État canadien. Maintenant à vous, il y a deux micros, j'en vois un, je ne vois pas l'autre, il y en a sans doute un second. Le micro de ce côté-ci, c'est pour M. Dion. Et où est l'autre? Très bien, on me voit mal derrière la colonne. Ok, très bien. Alors, monsieur, commencez. Il doit s'agir de questions. Vous avez 1 minute. Sinon, je vous interromps. Allez-y, monsieur. Non. Fallait l'allumer. Alors, Dominique Beaulieu, étudiant en doctorat en génie électrique.
Si le Canada est un pays multiculturel, pourquoi alors est-ce qu'on n'adopte pas comme langue officielle les 6000 langues de l'humanité? Pourquoi est-ce qu'on n'adopte pas comme congé férié toutes les fêtes religieuses de toutes les religions du monde? Le multiculturalisme, c'est un outil de destruction des peuples. Quand j'ai fait mon échange au Mexique, je m'en allais là pour intégrer la culture mexicaine, pour apprendre l'espagnol, puis vivre avec les Mexicains. Même chose au Japon, j'ai appris le japonais. Puis même chose en Allemagne. Quand je vais dans un pays, c'est pour découvrir un peuple, ce qui fait le charme d'un peuple. Je ne veux pas retrouver une mosaïque. Alors, pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas le droit de promouvoir notre spécificité, notre unicité et notre culture? Puis concernant l'intégration des immigrants, comment ça se fait qu'autour de l'Université Concordia, j'ai fait 10 plaintes à peu près à l'Office de la langue française, puis que le gars qui me fait une pizza, il n'est même pas capable de me donner de temps français. Les chiffres, là, c'est les 3 premiers chapitres dans un cours. Merci, monsieur. Monsieur Dion. Merci. Est-ce que... Non? Prenez celui-ci. Merci pour la question. Écoutez, la politique de multiculturalisme ne consiste pas, comme j'ai dit, à dire aux gens, vous arrivez, vous venez inscrire sur une page blanche. Un pays a une histoire, simplement, un pays pas figé, un pays apprend de ses nouveaux arrivants, un pays intègre des éléments de culture. Il ne faut pas non plus caricaturer, c'est facile de convaincre les politiques, c'est la caricature. On ne devient pas un pays polyglotte parce qu'on est multiculturel. Le Canada a 2 langues officielles, il n'y en a pas 36. Simplement, on apprend certainement toutes ces cultures qui nous viennent et ça nous renforce comme pays. Si on fait ce pari-là, je crois qu'on se renforce. Quant à la question du français, je voudrais entendre M. Bocoté contredire les chiffres qui viennent de l'Office de la langue française. Est-il vrai, oui ou non, que les transferts linguistiques des nouveaux arrivants, qui étaient avant vers l'anglais, sont maintenant majoritairement vers le français? 51% vers le français, 39% vers l'anglais. Et que pour les nouveaux arrivants de cette décennie, ceux de l'an 2000 et après, c'est 75% vers le français, 25% vers l'anglais. N'est-ce pas une progression fulgurante et qui montre que, y compris avec le particularisme québécois, le multiculturalisme fonctionne mieux que l'autre modèle? Merci. Étant donné que vous êtes interrogé, vous pouvez répondre à la question. Alors, je considère qu'on a donné l'exemple du 51% de transfert de français. On pourrait aussi parler, par exemple, de la fréquentation des cégeps. Bon, eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'on nous présente 51% de transfert vers le français comme une réussite remarquable. On va monter quelques fois. Quant au chiffre de 75%, je ne l'ai pas vu, reste à voir. Cela dit, je sais que en matière de langue, les études sont nombreuses, concurrentes et contradictoires. Ce chiffre officiel. Mais, oui, de l'Office de la langue actuellement. Je constate, quant à moi, que les indices nombreux qui nous viennent aussi de cette actualité dont on ne peut pas faire l'économie nous parlent d'une anglicisation réelle de Montréal, ce qui n'est pas une mince affaire. Je constate que le fardeau du bilinguisme a été transféré à nouveau vers les francophones et que la loi 101, sous la pression de la Charte des droits et de la Cour suprême, a été progressivement grubiérisée. Ou on peut dire aussi de la loi 101 qu'il s'agit d'une tapisserie merveilleuse et un peu fanée, qui masque bien mal les lézards dans notre arsenal linguistique, si je peux dire. Et il y a aussi cette vision un peu étrange dont on doit parler, cette vision étroitement individualiste quelquefois de la question de la langue. Qu'on le veuille ou non, en Amérique du Nord, il y a des rapports tendus, inévitables autour de la question linguistique. Et croire qu'au Québec, l'avenir du français peut se maintenir sans un appareillage politique significatif, eh bien, à mon avis, ça consiste à faire une lecture réductrice de la place du français au Québec. J'ajoute une chose, je crois que les autorités politiques québécoises sont les plus qualifiées pour justement définir les règles à partir desquelles nous devons vivre en commun sur le plan de la langue, sur le plan de la culture. Et je n'ai pas l'impression qu'une autorité venue d'Ottawa, à partir d'une charte des droits inscrite dans une constitution que nous n'avons pas signée, est en droit d'encadrer l'exercice que nous faisons de notre liberté démocratique sur le plan de la question des politiques linguistiques. Je ne vois oui. Allez-y, monsieur. Bonjour, M. Lavallée. Ma question est pour M. Est-ce que je Dion. peux vous demander de vous identifier? Pardon? Qu'est-ce qu'il vient de faire? M. Lavallée. Oui. Ma question est pour M. Dion. Très bien. Eh bien, vous êtes au mauvais micro, là. Ok, allez-y. Vraiment un problème? Allez-y.
Monsieur Dion, vous avez dit en fait que le peuple québécois, contrairement aux autres peuples dans le monde, n'avait pas vécu de traumatisme historique. J'ai sursauté un peu à cette affirmation. Est-ce que, selon vous, ce n'est pas un peu nier l'histoire du Québec et en même temps un peu nier son présent? Merci. Bravo. Mais il n'a pas, quand les questions sont adressées, il n'a pas, oui, mais là c'est un coup de question, il n'aura pas à réagir. Je peux répondre à votre place si vous voulez. Votre réponse est... Tout à l'heure, j'ai demandé de réagir parce qu'il y avait Je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas eu de traumatisme, j'ai dit qu'il y avait eu des difficultés qu'on a surmontées, on a développé des mécanismes de travail en commun, il nous a préparés à accueillir les autres pays du monde. J'ai aussi dit que le Canada est un des rares pays développés qui n'a jamais déployé ses troupes à l'étranger pour d'autres raisons que la démocratie, a combattu bravement pour ces valeurs-là, et ça fait moins de traumatisme historique pour les nouveaux arrivants quand ils arrivent ici par rapport aux anciennes colonies européennes, par exemple. Alors ça, je maintiens, je pense que c'est très, très vrai. En ce qui concerne la réponse que M. Porte-Côté m'a donnée, il m'a dit « Ah, il faut aller voir les cégeps. » Allons voir les cégeps. En 1998, 44% des allophones qui quittaient le secondaire allaient vers les cégeps francophones. 44%. En 2009, c'est 64%. Mesdames et messieurs, tous les indicateurs montrent que ça s'améliore, ça ne se détériore pas. Et si vous lisez le fameux sondage de l'actualité, allez au-delà de la manchette alarmiste. Allez voir les chiffres qui sont donnés. 80% des anglophones peuvent maintenir une conversation en français. Les 2 tiers envoient leurs enfants, soit dans des écoles françaises ou des écoles d'immersion, etc., etc. J'en ai d'autres, hein. Je ne dis pas que tout est beau, tout va bien. Je dis qu'effectivement, on va dans la bonne direction tous ensemble et que, en effet, les politiques linguistiques qu'on se donne au Québec et dans l'ensemble du Canada sont un facteur, mais aussi la politique de multiculturalisme nous réussit mieux que si on essayait autre chose. Bien. Alors, monsieur, et n'oubliez pas, là, si vous voulez parler à M. Bock-Côté, c'est de ce côté-là, M. Dion, de ce côté-là, et on est bref, 1 minute. Allez-y, monsieur. Bonjour, je suis Renaud Blais. Bon, ex-étudiant, je suis un peu nostalgique de voir la mobilisation qu'on a aujourd'hui. Il y a 20 ans, c'était plus difficile. J'ai une question pour M. Dion, relativement simple. J'habite, mon voisin est immigrant de première génération. Il me pose la question suivante. Si le Canada n'a pas encore fêté son 150e anniversaire, comment vous expliquez-vous que ça fait au moins 300 ans qu'il y a des Canadiens dans la vallée du Saint-Laurent? C'est une erreur, c'est pas vrai. Le Canada existe depuis bien plus que... C'est une usurpation identitaire. C'est une erreur, c'est pas vrai. Le Canada existe depuis bien plus longtemps que depuis la Confédération. Quand on parle de 1867, c'est la Confédération. Le Canada existait avant cela. Et la Confédération elle-même est un processus qui a pris des décennies antérieures et c'est important de le savoir. Donc, vous aurez l'occasion de dire à votre voisin une histoire bien plus ancienne que la Confédération. C'est important de connaître son histoire parce que ça, on peut en discuter avec les nouveaux arrivants et s'assurer qu'ils se rendent compte qu'effectivement, il y a bien des choses qui ont été écrites sur la page où on les convie à ajouter quelque chose qui leur sera dit. Je suis marqué par le refus de Stéphane Dion. En fait, je ne suis pas marqué, je ne suis pas surpris. Mais je suis désolé du refus de Stéphane Dion de répondre, ne serait-ce que minimalement, à la question posée par cette conférence, le rapport du Québec au régime multiculturel canadien. À moins que vous ne reconnaissiez pas, se pourrait-il que le Québec soit un des 2 peuples fondateurs, à moins que pour vous, la majorité historique francophone n'entretienne pas un lien historique et politique privilégié avec la communauté politique québécoise, avec la démocratie québécoise, à moins que pour vous, finalement, la culture historique de ce pays ne soit qu'une culture parmi d'autres, et qu'elle n'est pas en droit de se poser comme culture de référence, pour reprendre la formule de Fernand Dumont. Ce qui se peut que ce soit votre point de vue, mais la question posée néanmoins celle-là, est-ce que le particularisme historique québécois est une réalité fondatrice ou non, je comprends dans la matrice dualiste, à l'intérieur du Canada tel que nous le connaissons? Vous réagissez. Et ensuite, on retourne à la salle. Il y a des références historiques qui nous amènent effectivement à considérer qu'il y a eu 2 grands peuples fondateurs, qui d'ailleurs n'ont jamais été historiquement le Québec et le reste du Canada. Il y a des Canadiens français et des Canadiens anglais, les Canadiens d'origine britannique et ceux d'origine française. Et effectivement, ils ont découvert tardivement qu'il y avait aussi un peuple qui était là avant eux, qui
qui est constituée de plusieurs nations autochtones. Alors ça, c'est vrai. Mais on a eu la sagesse de ne pas fonder notre pays là-dessus. C'est des références importantes pour nous. On a fondé notre pays sur ses droits démocratiques. On a fondé notre pays sur une structure fédérale qui permettait d'ailleurs d'accommoder ces réalités-là. C'est ça qui nous a permis de développer un pays moderne, démocratique, accueillant pour tout le monde. S'il avait fallu dire que les citoyens qui sont d'origine française et britannique sont les seuls à avoir des droits et les autres ont moins de droits parce qu'ils sont quelque chose de moins qu'eux, laissez-moi vous dire qu'on n'aurait pas le pays qu'on a là, mais on n'aurait pas la concorde entre les populations que nous avons ici, on ne serait pas admiré à travers le monde comme nous le sommes aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelqu'un au micro? Oui. Allez-y, monsieur. Bonjour, Olivier Ferrand. Ma question est dirigée envers les deux interlocuteurs. Croyez-vous que le fait que le Canada fasse partie d'une culture anglo-saxonne qui est maintenant globalisée puisse faire en sorte que l'intégration des immigrants se fasse plus facilement, alors qu'au Québec ou en Europe, par exemple, le passé plus, disons, homogène fasse en sorte que ce soit un peu plus difficile? Merci. On va commencer avec Tout est question de savoir comment on définit l'intégration. L'intégration à la canadienne, c'est l'intégration, en gros, à ce qu'on peut appeler au Canada de la Charte. Donc, c'est un respect, évidemment, de la loi, un respect des droits, une forme de civilité indispensable, personne ne dit le contraire, mais l'intégration s'arrête là. L'intégration ne s'épaissit pas d'une appartenance culturelle. Autrement dit, le Canada ne demande pas, en fait, je reformule, le Canada demande à ses nouveaux citoyens de dire « nous, Canadiens », mais c'est un nous éthéré, devrais-je dire, c'est un nous encastré dans la Charte et seulement dans la Charte. Or, il y a un problème, j'y reviens, qui m'apparaît fondamental, c'est que le Québec n'est pas 25% de quelqu'un d'autre, selon la formule de Gaston Miron. Le Québec a son propre espace de référence politique, sa propre trajectoire historique. Et il faut avoir une vision bien étrange pour croire qu'on devient québécois comme l'on devient canadien. Et il faut nier d'une certaine manière la spécificité de la question québécoise dans le Canada pour croire que le Québec n'est pas en droit d'avoir des attentes plus élevées en matière d'intégration que l'Amérique du Nord anglo-saxonne, bien évidemment, et même le reste du Canada en particulier. Et de ce point de vue, et ça nous ramène toujours à la question fondamentale que Stéphane Dion, finalement, il a cherché à y répondre en disant qu'on a eu la sagesse de ne pas reconnaître historiquement le caractère des deux peuples fondateurs au Canada. La question du Québec exige un traitement différencié. Le Québec, de par son statut national en Amérique du Nord, est en droit d'avoir des attentes d'intégration plus élevées qui vont au-delà du patriotisme de la Charte, qui vont sur le plan de la langue, de la culture et de cette belle manière d'apprendre à dire « nous » avec la majorité. Je ne crois pas que ce soit impossible. Je pense que c'était le modèle québécois d'une certaine manière jusqu'aux années 90. Il ne me semble pas impensable d'y revenir d'une manière ou d'une autre. Merci, M. Dion. Nous dirigeons justement. Cette monde, c'est du Canada. Nous avons des institutions qui nous permettent de nous exprimer en tant que Québécois et de participer à l'édification de l'ensemble du Canada avec notre culture, avec nos façons d'être. C'est ce que nous envie le monde entier. Et d'ailleurs, combien de Québécois projettent vraiment leur identité canadienne comme M. Bourcoté le fait? Très peu. Dans les enquêtes d'opinion, 80% des Québécois se reconnaissent une identité canadienne. 80%. Parfois, des Québécois premiers, mais ils sont aussi canadiens. Ils sont fiers d'être les deux. C'est ce que je vous disais au début. Je pense qu'on s'en sort mieux quand on accueille toutes ces identités, toutes ces appartenances qui sont légitimes par rapport aux droits fondamentaux. Quand on les accueille, on travaille mieux avec les autres. On sent moins assiégé comme se sent M. Bourcoté ou les élus. On a fait du multiculturalisme au milieu. C'est pas vrai. C'est pas vrai du tout. On fait du multiculturalisme parce que ça nous aide à travailler ensemble et à progresser avec des gens qui vous viennent d'autres cultures, qui ont besoin d'apprendre qui vous êtes, de travailler avec vous, qui seraient intéressés si vous étiez aussi intéressés à eux. Et vous l'êtes. Vous voulez apprendre d'eux. Vous apprenez dans vos choix culturels, dans vos choix gastronomiques, dans votre ouverture au monde. C'est ça qui fait qu'un pays se développe et s'enrichit. Alors, oui, c'est très bien d'être Québécois et Canadiens ensemble. Mademoiselle. Bonjour, M. Dion. Je m'appelle Anne Molly. Je suis étudiante en sciences politiques. Je vous ai déjà servi quelques barreaux à la Chambre des communes dans ce que j'ai de page. Il y a 2 ans de ça. Donc, j'avais une question pour vous. Je voudrais paraphraser quelque chose de M. Bock-Côté que j'ai lu dans un article que je ne pourrais pas citer malheureusement. Simplement quelque chose qui m'a fait réfléchir. J'aimerais savoir votre avis là-dessus.
Pensez-vous que le multiculturalisme confond l'ouverture à l'autre avec le reniement de soi? C'est ce dont on l'accuse. Mais à mon avis, ce n'est pas vrai. À mon avis, effectivement, quand c'est mal compris, ça peut être ça. Et quand des gens vous disent j'ai pas besoin d'apprendre qui vous êtes, c'est à vous d'accepter qui je suis, moi qui viens d'un autre pays, vous leur dites que c'est pas ça du tout, là. Vous ne comprenez pas. Vous devez vous adapter à votre nouveau pays, vous devez comprendre comment ça marche ici, mais en même temps, on est très intéressé à apprendre de vous. Il y a certainement des choses qui vont nous enrichir parce que, encore une fois, la page, elle n'est pas blanche, elle n'est pas non plus, elle n'est pas complétée. On veut y ajouter. Et vous pouvez y ajouter votre phrase. Mais par contre, en français, s'il vous plaît, au Québec. C'est comme ça que ça marche. C'est un échange. Si c'était juste dans un sens ajusté à nous, on n'est pas intéressé à apprendre de vous, vous devez devenir comme nous. Si l'immigré va comprendre, il ne pourra jamais être nous. Il ne sera jamais un beau Dieu ou un grand Dieu. Il sera toujours un cachir plutôt que beau Dieu. Alors il faut lui dire non, tu peux devenir autant moi que moi je peux devenir toi, simplement tu es venu chez moi, donc adapte-toi au monde dans lequel nous sommes, et moi je vais apprendre de toi, et on va pouvoir aller plus loin ensemble. Alors c'est ça qu'on essaie de faire par le multiculturalisme, et quand on s'en détourne, ça va beaucoup plus mal, c'est bon. Je vous remercie. Je vais commencer seulement dire un petit quelque chose. 30 secondes. Oui, mais j'ai l'impression quelquefois que la minorité minimale s'imposait. Ah oui, je sais bien, mais je crois que la question française, il y avait fait répondre mutuellement, j'avais entendu ça. Évidemment que les nouveaux arrivants peuvent devenir des Québécois comme les autres, comme des Johnson, des Curzi, des Blackburn et tant d'autres qui, à ce que j'en ai comme souvenir, ne viennent pas de Normandie. Autrement dit, le Québec, avant l'avènement du multiculturalisme, ne fonctionnait pas à l'exclusion sociale et identitaire. Il intégrait simplement de manière plus exigeante. J'oserais même croire qu'une nation qui pose des exigences identitaires plus fortes a plus de chances d'intégrer. Et deux choses là-dessus. Terminé. Vous reviendrez là-dessus plus tard. Alors, s'il vous plaît que quelqu'un me pose une question pour que je puisse y répondre. Écoutez, si vous voulez que les deux interviennent, dites-le dans votre introduction. Moi, je sais bien qu'un débat où les gens interagissent beaucoup plus, c'est plus intéressant. J'aime mieux ça, moi aussi. Et on m'a dit, il y a des règles, alors on fait respecter les règles. Si vous dites, ma question s'adresse aux deux, ils vont répondre tous les deux. Alors, on va aller au micro de Bob Côté et ensuite à vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un à ce micro? Vous y allez, c'est bon. Bonjour, je suis Benjamin Ducol, je suis étudiant ici en sciences politiques. J'avais une question justement qui s'adressait aux deux intervenants. Je vous ai beaucoup entendu parler sur le multiculturalisme d'un point de vue identitaire, culturel, et j'ai l'impression qu'il y a un éléphant dans la chambre, comme on dit, qui n'est pas abordé, c'est la question économique en fait. Et il me semble que les systèmes économiques à la fois du Canada et du Québec sont très différents et justement structurent en grande partie les politiques d'immigration. C'est-à-dire que par exemple on a un Canada qui est très orienté vers une structure néolibérale de l'économie qui intègre des immigrants hautement qualifiés, hautement éduqués et qui peut se permettre justement d'avoir une politique très ouverte. En Europe, on a des immigrants, comme vous l'avez rappelé, qui sont pas toujours des immigrants choisis économiquement. Et donc les politiques assimilationnistes qui sont faites en Europe sont aussi des politiques, à mon avis, plus pragmatiques du point de vue économique. Donc je voulais vous entendre un peu tous les deux sur de quelle façon en fait le système qui est choisi en termes d'immigration est intrinsèquement lié aux structures économiques et sociales d'une région ou d'un État. Sur cette question qui est un peu à l'écart du débat, manifestement, lorsque l'État, on le voit en France, est trop bureaucratisé, lorsque le marché du travail est trop fermé d'une certaine manière, ça provoque effectivement une forme de, je ne dirais pas d'exclusion parce que le terme ne m'apparaît pas approprié, mais ça ne favorise pas l'intégration des nouveaux arrivants par le marché de l'emploi, et inversement, lorsque c'est un modèle plus libéral, effectivement, l'intégration par le marché de l'emploi a plus de chances de fonctionner. Mais, une fois que c'est dit, ça ne m'apparaît pas être la seule variable. Et on a souvent tendance à vouloir réduire justement la question de l'intégration au marché de l'emploi. Or, ce que nous redécouvrons aujourd'hui, c'est l'efficacité du volontarisme politique, d'une certaine manière. L'efficacité du volontarisme politique qui dit l'intégration fonctionne d'autant mieux qu'il y a des balises établies, des balises symboliques, des balises culturelles, et je dirais même qu'on ne peut plus penser aujourd'hui, on ne peut pas affranchir le culturel de l'économique, tout comme on ne peut pas affranchir l'économique du culturel, à moins justement d'avoir une vision de l'économique qui est le marché mondialisé, et d'avoir de la culture une vision qui n'est que folklore. Oui, mais le multiculturalisme n'est pas l'absence de balises.
dire n'importe quoi. Il y a des balises au Canada, il y a des lois au Canada. Au Québec, il y a des références, il y a des choses qu'on doit avoir pour réussir. Si on les a pas, on ne réussit pas. Mais je ne crois pas du tout, monsieur, votre question est marginalisée, est marginale par rapport au départ. Vous avez tout à fait raison, on n'a pas assez parlé d'économie jusqu'à présent. C'est très concret, là. Il faut protéger notre qualité de vie, notre niveau de vie. Les Occidentaux, on a un niveau de vie supérieur aux autres êtres humains, pas parce qu'on est plus intelligent, parce qu'on a... C'est pas quelque chose qui est acquis, qui est inné, là. On peut le perdre si on ne fait pas les bons choix. Et l'un des phénomènes auxquels on fait face, c'est le vieillissement d'une population. Et la décidé de la remplacer par des populations qui vont pouvoir rester éduquées et compétitives dans ce monde. Que vos enfants et vos petits-enfants puissent avoir des emplois et une qualité de vie, on espère, supérieure à la vôtre, en tout cas égale. Et ça va nous demander des choix importants en matière d'immigration et d'intégration. Ça, en mettant plus longuement, je dirais simplement que le multiculturalisme va être une force pour nous pour y arriver. Bien, monsieur, est-ce que votre question ne s'adresse qu'à M. Dion? Ma question s'adresse au Allez-y, une minute. J'ai remarqué que c'était multinational, les Québécois, les Canadiens, les Autochtones. Puis moi, c'est une question que j'ai posée aussi à M. Justin Trudeau lorsqu'il était ici. Je vais la poser aux deux personnes. C'est qui êtes-vous? Êtes-vous Canadien ou êtes-vous Québécois? Qui allez-vous défendre? Parce que lorsqu'on regarde le Bloc québécois à Ottawa, il défend les valeurs québécoises. Il ne défend pas des valeurs canadiennes. Donc, demain, aujourd'hui, qui défendez-vous? Est-ce que vous défendez les Québécois ou vous défendez les Canadiens? On ne peut pas avoir en même temps deux identités, deux nations qui se confondent. Il faut à un moment donné choisir de quel camp on se lance. Votre prémisse m'apparaît complètement erronée. On peut avoir plusieurs nationalités, on peut avoir, et nous avons plusieurs appartenances. Le fondement, ce que j'ai voulu dire aujourd'hui, c'est qu'on doit embrasser toutes ces appartenances et ne pas déterminer qu'il n'y en a qu'une seule qui est absolue, qui prédomine sur toutes les autres en toutes circonstances. À ce moment-là, on a beaucoup de difficultés à établir des rapports sociaux ouverts avec les autres. On a plus tendance à les voir comme des étrangers, un danger, une menace. Non, je suis très fier d'être Québécois, je suis très fier d'être Canadien, et je suis très heureux que la grande majorité des Québécois aient aussi cette identité. Et en plus, je suis très fier que ma maman est venue de France, et je suis très fier de l'héritage qu'elle m'a donné. Vous posez une question fort importante. Je crois que c'est celle d'ailleurs qui est absente jusqu'à présent. Si on me disait tantôt, celui qui critique le multiculturalisme se voit les ennemis partout. Non. Le fait est que ce n'est pas reconnaître l'existence de menaces circonstancielles ne veut pas dire qu'on est paranoïaque. S'inquiéter de l'avenir du français au Québec et comprendre qu'il y a une concurrence presque géopolitique des langues au Québec. Reconnaître que le français au Québec est menacé non pas par je ne sais quelle langue, dialecte ou quoi que ce soit, mais par l'anglais tout simplement. Comprendre que le statut du français est menacé par l'anglais et qu'il y a pour cela la nécessité de prendre des mesures politiques pour défendre le français, on n'appelle pas ça se voir des ennemis partout. On appelle ça tenir compte des rapports de force et ne pas oublier le réel. C'est un peu, quand je parlais d'une fiction abstraite pour définir la vision du multiculturalisme, c'est que par cette réduction à l'individualité, par cette réduction à l'individualisme, ce qui est oublié, c'est le collectif, c'est le politique, c'est l'historique, c'est les rapports de force. Or, M. Dion me permettra, peut-être est-ce parce que j'ai une vision de l'histoire étrangement conçue, mais de penser que le Québec, dans le Canada, a de bonnes raisons de se méfier des institutions fédérales. Le Québec a de bonnes raisons de se méfier du régime de 1982. D'autant plus, dois-je le rappeler, que c'est un régime qui est fondé sur la négation de notre signature. C'est un régime qui est fondé sur le fait que la signature du Québec n'était pas importante. Qu'on vient de me dire ensuite qu'on n'a pas marginalisé le Québec. Et je dirais que la politique n'est pas la morale. La morale consiste à dire « aime ton prochain comme tu t'aimes toi-même », absolument. La politique consiste à dire entre les collectivités, il peut y avoir quelquefois des rapports de force. Dans le cadre canadien, il me semble que le Québec défende ses intérêts et comprenne que ses intérêts ne sont pas les mêmes que ceux du gouvernement fédéral et de l'État fédéral. On n'appelle pas ça être paranoïaque, on appelle ça avoir le sens des réalités. Bravo! Ben, moi, mon nom c'est Xavier Lemieux.
je suis un citoyen québécois. J'aurais une question pour M. Dion d'abord, puis M. Bocoté pourra commenter par la suite, ça va être avec plaisir. Donc, M. Dion, vous dites qu'on est dans un pays multiculturel, donc je me demande quelle place accordez-vous à la monarchie au sein du multiculturalisme canadien. Il est une chose pour un Québécois de s'identifier au Canada, mais il en est une autre de porter allégeance à la reine, d'après moi. Je porte pas d'une grande importance à la reine. Façon de parler, là. À moins de... La façon dont M. Harper nous la lance tout le temps, ça m'énerve. Mais c'est vraiment un enjeu très important. Écoutez, il est important d'avoir un chef d'État, surtout quand on constate le pouvoir de nos premiers ministres, fédéral et provinciaux, le pouvoir énorme, d'enlever une partie du prestige de l'État et de le mettre dans des personnalités dont on espère qu'elles se comporteront de façon honorable, comme c'est le cas de notre reine, c'est pas plus mal. Ces gens-là ont une vie très chargée, on les réclame partout. C'est une bizarrerie que le chef de l'État au Canada soit un monarque étranger, mais cette bizarrerie ne pose pas tellement de problèmes, et ça a peut-être même un avantage. Personne ne se demande si elle est conservatrice ou libérale. Un petit mot simplement. Vous avez identifié, mais moi je crois, une tension réelle. C'est-à-dire l'héritage britannique, l'héritage monarchique canadien, trouvait difficilement sa place dans le Canada de Trudeau. Et il y avait une forme de tension, finalement, entre le Canada du PLC et le Canada du PC sur ces questions-là. Le Parti conservateur et le Parti libéral du Canada aiment le Canada, mais n'ont pas toujours la main au Canada. Et aujourd'hui, avec la reconstitution d'un nationalisme canadien-anglais, avec la reconstruction de ce nationalisme canadien-anglais, on cherche à retrouver des symboles qui permettent au Canada anglais de se nommer. Le Canada anglais cherche à se nommer, et de ce point de vue, il a trouvé dans l'héritage britannique une manière de se nommer, de se définir un peu plus substantiellement. Le problème est le suivant, c'est qu'il y avait, je le disais, deux trames historiques disponibles au Canada. Il y avait la trame du dualisme et il y avait la trame de l'hégémonie anglophone. Malheureusement, le gouvernement Harper, en ce moment, ne semble pas reconnaître la trame dualiste, mais semble se tourner véritablement vers l'autre trame, qui est celle de l'oblitération du Québec au nom du nationalisme canadien. Faisait des pirouettes en présence de Sa Majesté. Alors, monsieur. Bonjour, je m'appelle Yves Laberge. J'ai fait mon doctorat à l'Université Laval en sciences sociales. Ma question s'adresse aux deux panélistes. Depuis 30 ans maintenant, le Québec est régi par une constitution qu'il n'a pas signée, où il faisait allusion tout à l'heure. Et je me demandais, puisque cette constitution contient l'idéologie ou le discours du multiculturalisme qui nous est donc imposé malgré notre signature, comment croyez-vous pouvoir résoudre, je dirais, cette impasse, le fait que le Québec n'est toujours pas signataire de la Constitution qui le régit et qui sert de base à ses lois? Alors j'aimerais entendre les deux panélistes, s'il vous plaît. Quand je dis du multiculturalisme qui fonctionne à la dépolitisation du peuple québécois, c'est un peu ça. On dit que la signature de la Constitution est devenue un détail anecdotique qui ne compte pas. C'est à la rigueur une ratification administrative qui tarde, mais qui viendra peut-être un jour. On a vidé de sa substance politique la question de notre appartenance ou non à l'ordre constitutionnel canadien. Or, l'absence de cette signature est un rappel constant du fait qu'en 1981-82, un rapport de pouvoir, j'en parlais tantôt, s'est exercé à l'endroit du Québec, un rapport de domination, oserais-je dire, je ne parle pas de domination coloniale, je parle simplement dans les paramètres de la démocratie libérale. Un peuple en a nié un autre. Et de ce point de vue, je ne serai pas très original en vous disant que je ne crois d'aucune manière qu'il soit possible de réformer la Constitution canadienne. Et quant à moi, l'indépendance du Québec est la seule manière de sortir de ce bourbier. Voilà. C'est pas une situation idéale, mais le Canada n'est pas le seul pays dans cette situation. La Bavière n'a jamais reconnu la loi fondamentale d'Allemagne. Plusieurs cantons suisses n'ont pas signé la Constitution suisse. Et le monde entier applaudit la Suisse, l'Allemagne et le Canada comme des pays admirables
où il faut bon vivre et où on aimerait bien habiter. Alors, je pourrais aussi faire le débat historique. À l'époque, en 1982, les enquêtes d'opinion montraient que les Québécois étaient plus derrière M. Trudeau que derrière M. Lévesque, etc., etc. Mais je préférerais dire surtout que les résultats de la loi constitutionnelle de 1982 sont applaudis par les Québécois. Les Québécois, à 90%, trouvent que la Charte était une belle chose. Ils sont contents de voir la Charte des droits et libertés, mesdames et messieurs. Ils ont bien raison. Les Québécois sont contents qu'on ait rapatrié la Constitution de Grande-Bretagne et qu'elle soit maintenant au Canada. Les Québécois sont contents qu'on ait renforcé les droits linguistiques des minorités dans ce pays. Et enfin, les Québécois, à très grande majorité, applaudissent au multiculturalisme. Merci beaucoup. Bonjour, Marc-Antoine Vacances, doctorat en génie mécanique. Ma question s'adresse spécifiquement à Stéphane Dion. Tout à l'heure, pour défendre le multiculturalisme, vous avez expliqué des chiffres sur la francisation des immigrants, chiffres qui sont, quant à moi, particulièrement le fait de la loi 101. Considérez-vous que la loi 101 est nécessaire dans votre vision, dans votre conception du multiculturalisme? Oui, monsieur, tout à fait. J'ai même dit des phrases qu'on fait souvent à la peau, et je ne la redis pas, que la loi 101 est une grande loi canadienne. La loi 101 est une politique d'aménagement linguistique qui m'apparaît tout à fait compatible avec le fonctionnement des démocraties. On trouve des politiques différentes ou semblables en Suisse, en Belgique. Bien entendu qu'il faut faire les aménagements linguistiques et que ce qu'on s'est donné avec la loi 101 et la loi des langues officielles canadiennes m'apparaissent des politiques qu'on doit toujours améliorer et avec un esprit d'ouverture. Quand je dis un esprit d'ouverture, c'est qu'on ne fait pas exprès, forcément, pour établir une politique linguistique quand ce n'est pas nécessaire pour protéger une langue. Par exemple, sur la question des cégeps, je ne serai pas disposé à ce que les adultes de 18 ans se fassent dire par l'État dans quelle langue ils doivent poursuivre leurs études, surtout quand on constate qu'en 1998, 44% des allophones allaient vers les cégeps francophones et que maintenant c'est 64%, on s'en va dans la bonne direction. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'il est important d'avoir des aménagements linguistiques du type de la loi 100. Merci, monsieur. Alors, mon nom, c'est Albert Ouellely. Je suis un prof en retraite de l'Université Laval, j'ai plutôt l'âge du modérateur. Ma question s'adresse à M. Bock-Côté. Moi, quand je me place au niveau des symboles, puis que j'essaie de m'identifier au symbole qui me fait le plus plaisir, j'ai la feuille d'érable, une fleur d'Elysée. Je vais vous dire que pour moi, la feuille d'érable, c'est non seulement canadien, mais c'est très, très québécois. Mais quand je me place au niveau du fleur d'Elysée, je me retrouve au même niveau que la reine d'Angleterre. La seule différence, c'est la royauté française. Puis la royauté française, à l'époque où elle était très, très religieuse. Alors, je n'arrive pas à saisir comment on peut juger qu'on est plus québécois dans un cas que dans l'autre. J'ai un peu d'ambiguïté au niveau des symboles. Bien. Merci, monsieur. Monsieur. En un mot, je ne fais pas le tri du sentiment identitaire chez chacun en vérifiant s'il se sent québécois ou canadien. C'est pas mon objectif. Je ne vois pas vraiment pourquoi on ferait ça. Ce que je dis, cela dit, c'est que le fleur d'Élysée est quand même un symbole qui rassemble remarquablement les Québécois, qu'ils soient souverainistes ou fédéralistes, du moins la plupart d'entre eux. C'est un symbole qui marque justement, qui nous rappelle le Québec d'avant 1960, mais que le Québec d'après 60 s'est approprié. C'est un symbole de continuité historique. C'est un marqueur identitaire indispensable qui témoigne justement de notre appartenance, non pas à une société, mais à un peuple, à une histoire. Quant au drapeau canadien, si la feuille d'érable appartient effectivement à notre patrimoine symbolique, le drapeau canadien, quant à lui, il appartient un peu moins. Et quant à moi, je n'ai pas d'ambiguïté quant au symbole que je préfère. Monsieur, vous êtes déjà intervenu. Je n'ai pas d'objection à ce que vous reveniez, mais est-ce que vous seriez d'accord pour attendre que les autres aient posé leurs questions et ensuite on reviendra à la deuxième tour? Merci, monsieur. Bonjour, ma question s'adresse à M. Dion. Vous avez mentionné qu'en 1867, le Canada a été fondé sur une fédération. Mais à ce moment-là, pourquoi utilise-t-on l'expression « les pères de la Confédération », le pont de la Confédération?
pourquoi sommes-nous passés d'une confédération à une fédération? Parce qu'il s'est passé. Est-ce que ça n'a pas dû, par exemple, au glissement des juridictions provinciales? C'est la question que je pose. Merci, monsieur. On se trouve dans le séminaire de sciences politiques. Un peu une confédération, c'est une union de pays indépendants. Le Canada n'a jamais été une confédération. Ce qu'on appelle au Canada la confédération, c'est l'acte de se fédérer. Quand on dit depuis la confédération, on veut dire depuis 1867. C'est l'acte de se fédérer. Or, les pères de la confédération voulaient une fédération très centralisée. C'était leur objectif. Parce qu'ils avaient vu la guerre civile américaine, ils se disaient qu'il faut qu'on se donne des institutions fortes. Il fallait aussi faire des grands travaux, comme les chemins de fer, etc. Il y avait peu de compétences dans cette nouvelle colonie. Il fallait concentrer les compétences à Ottawa. L'objectif était de faire ça. Or, ce qui est arrivé au fil des décennies, c'est que les responsabilités provinciales se sont développées, on les avait sous-estimées en importance, et c'est ce qui explique qu'aujourd'hui, la Fédération canadienne est plus décentralisée que la Fédération américaine, la Fédération allemande. C'est l'une des fédérations les plus décentralisées au monde, au dire même quelqu'un qui, j'imagine ici, a beaucoup de crédit, Jacques Parizeau. Merci. Monsieur? Sébastien Parizeau, ma question est pour M. Bocoté. Monsieur Bocoté, dans votre discours, je trouve que vous faites beaucoup abstraction, même si vous parlez beaucoup de l'historicité des choses des Amérindiens. J'aimerais savoir la position, en quoi le multiculturalisme québécois répond mieux aux aspirations amérindiennes que le multiculturalisme canadien. Oui, je connais cette distinction de multiculturalisme et interculturalisme. Je ne la crois pas si exact qu'on le dise. Quand la question de l'historicité, bien évidemment, René Lévesque, d'ailleurs, a reconnu les nations autochtones au Québec. Il ne vient pas à l'esprit aujourd'hui à personne de nier la réalité de ces nations autochtones. Je ne suis pas certain, cela dit en quelques mots, que le multiculturalisme canadien soit le mode de gestion des rapports intercommunautaires le plus approprié, surtout en ce qui concerne la question autochtone, et elle devrait dire aussi en ce qui concerne la question québécoise. Merci. Monsieur? Bonjour. À risque de dépasser un petit peu le cadre du débat, je vous pose la question suivante. J'aimerais, question à laquelle je ne sais pas la réponse, un aspect de la particularité du Québec et ses politiques parfois innovatrices dans le dossier d'éducation. Alors, est-ce que, pour faire le lien avec la discussion actuelle des frais de scolarité et ainsi de suite, qu'est-ce que c'est le bilan, mais qu'est-ce que c'est le fait que Québec fait partie du Canada? Est-ce que ça fait en sorte que Québec peut poursuivre ces politiques particulières dans le dossier d'éducation? Est-ce que vous comprenez la question un petit peu? Non, la question est très claire et la réponse c'est que je suis très heureux qu'on vive dans une fédération où il y a, c'est peut-être la seule, ou l'une des seules certainement, il n'y a pas de ministère fédéral de l'éducation. L'éducation est clairement provinciale. Et une province peut décider que les frais de scolarité sont gratuits, si elle veut le décider, elle peut décider qu'ils vont coûter cher, si elle veut le décider, c'est à elle d'établir ses politiques. Je veux dire que moi, c'est très important pour moi l'égalité des chances, la possibilité de poursuivre des études même quand on vient d'une famille peu fortunée. Et c'est pourquoi en 2008, je suis très fier d'avoir proposé comme dans mon programme du Parti libéral du Canada en 2008, un plan d'aide aux étudiants à partir pour les aider à rembourser leurs dettes, les aider à payer leurs frais de scolarité, un plan d'aide fédéral qui a été très généreux. Malheureusement, je n'ai pas su en convaincre les Canadiens. Le Québec, la réception, le Québec dispose effectivement d'une autonomie réelle dans le domaine de l'éducation, ce qui est normalement un bon domaine où exercer son sens de l'autocritique au Québec. C'est-à-dire, je suis parfaitement disposé à faire un procès sévère du régime fédéral, ne jamais oublier, cela dit, que ce que nous faisons de l'éducation au Québec est quelquefois assez malheureux, bien que nous ayons une forme de souveraineté sur les questions d'éducation, nous n'en faisons pas nécessairement bon usage. J'en donne simplement l'exemple
l'enseignement de l'histoire au Québec, l'enseignement de la littérature, que l'école secondaire ait depuis 40 ans livrée à plusieurs innovations pédagogiques malheureuses, la nécessité, inversement, pour le Québec, en son nom propre et avec les pouvoirs qui sont les siens actuellement, de restaurer l'école dans une vision probablement plus classique de la chose. De ce point de vue, voilà un débat que nous pouvons faire à l'abri du régime constitutionnel canadien, et il n'y en a pas tant que ça. Merci. Monsieur. Benoît Lemieux. Mathieu, c'est un plaisir immense à chaque fois de t'entendre. T'entendre discourir et commenter, on se sent un petit peu plus intelligent. Donc, je voudrais te donner l'occasion, c'est très beau, de donner l'occasion de commenter ce que M. Dion dit tantôt quand l'énorme satisfaction des Québécois sur le multiculturalisme et tout ce que tu n'as pas eu le droit de répondre. Je te le donne présentement. Cher monsieur, on appelle ça une manière de vous dire merci. Si les Québécois sont si enthousiastes envers le régime multiculturel canadien, envers l'idéologie multiculturaliste, j'aimerais bien qu'on explique par exemple la crise des accommodements raisonnables. J'aimerais bien qu'on explique la crise des accommodements raisonnables lorsqu'il y a eu l'affaire du Kirpan, lorsque 80% des Québécois, M. Dion aime bien se référer aux enquêtes d'opinion, lorsque plus de 80% des Québécois ont condamné par exemple la décision sur le Kirpan. J'aimerais bien que M. Dion nous explique aussi comment les Québécois, régulièrement, marquent leur préférence pour les pouvoirs de l'Assemblée nationale en matière linguistique, plutôt qu'au pouvoir, contre-pouvoir, au contrôle exercé par la démocratie de tutelle à Ottawa, par la Charte des droits, la Cour suprême, et ainsi de suite. Les Québécois, à mon avis, n'adhèrent pas au multiculturalisme canadien. On l'a vu, je l'ai dit, avec la crise des accommodements raisonnables, mais on le voit durablement dans l'espace public par cet appel régulièrement lancé par des gens qui ne sont pas seulement des souverainistes, d'ailleurs, soit dit en passant. Des gens que ça peut aller véritablement des fédéralistes modérés, des autonomistes, des souverainistes, ainsi de suite, qui exigent justement de la majorité francophone qu'elle soit la culture de référence au Québec. Donc de ce point de vue, ça m'apparaissait, je n'ai pas eu l'occasion d'y répondre tantôt, mais je le dis, ça m'apparaît sinon une déformation du réel, peut-être même une fausseté de dire que les Québécois s'enthousiasment pour le multiculturalisme canadien. Lorsque les événements politiques se produisent, ils le condamnent sans pouvoir m'écouter. Est-ce que vous me permettez de les règlements ne l'y autorisent pas? Je suis bon joueur. J'ai exercé mon pouvoir de tutelle sur vous à la manière de la loi 7. Vous pouvez. Deux choses. Ce que vous appelez la crise d'accommodement raisonnable, à mon avis, on a évité de jeter le bébé avec l'eau du bain. Il y a des tensions inévitables quand une population homogène se fait remplacer par une population plus diverse. Et il y a parfois des moments où il faut mettre son pied à terre et dire là, ça va trop loin, c'est pas ça que je veux. Il y a des choses qu'on ne peut pas accepter si facilement. Il est plus facile, par exemple, d'accepter le foulard, je crois, que le visage caché. C'est ce genre d'ajustement qu'on doit faire. Mais si on devait jeter le bébé avec l'eau du bain, laisser tomber une approche de multiculturalisme pour aller vers l'assimilation à sens unique, ce genre de problème s'envenimerait et ça irait beaucoup plus mal. Et je pense que les Québécois le sentent, ça. Quand je parlais de la pure multiculturalisme, ça ne veut pas dire qu'on est toujours content d'avoir à vivre ces situations-là. Et quitte à les vivre, autant se donner les outils qui permettent de passer à travers. Dernière chose, M. Bocoté, peut-être à ce qu'on ne dise pas votre pensée intervenir. Alors, s'il vous plaît, n'appelez pas le Canada une démocratie de tutelle. Non, je parlais de la loi 7. Non, vous avez parlé du Canada comme démocratie de tutelle, justement. Bien, merci. Écoutez, on va maintenant passer en surtemps. J'espère qu'il n'y aura pas de fusillade. Je voudrais identifier ceux qui souhaitent encore poser des questions. J'en vois 2 de ce côté-ci. 3, très bien. De l'autre côté, une personne de l'autre côté. Alors, il reste 4 questions. Et ensuite, M. Bocoté et M. Dion auront 2 minutes. Ça peut être alors, monsieur, c'est à vous. Oui, ma question s'adresse à M. Dion. J'ai été intéressé du fait que vous aviez amené l'idée des autres villes hors Montréal, les grandes métropoles canadiennes. Or, il y a 2 ans, fait le choix d'aller étudier à Toronto, dans l'optique de découvrir la grande fédération canadienne. J'étais un fier fédéraliste à l'époque et mon opinion aujourd'hui est beaucoup plus nuancée à ce sujet. Et je suis arrivé là-bas avec l'idée de pouvoir découvrir qu'est-ce que c'était être un Canadien, parce que je me sentais plus québécois un peu quand même. Et malheureusement, la seule chose que j'ai découvert, c'est « Hey, I'm a Canadian, hey! » et « Body ». C'est où cette vague idée de multiculturalisme qui est définie comme une culture. Et encore là, comment le multiculturalisme peut être défini comme une culture. C'est un peu paradoxal, n'est-ce pas? Et ma question est pourquoi
avec toutes les preuves qu'on a ici, pourquoi le Canada s'entête-t-il à marginaliser le Québec tout en voulant nier son existence? Nier un peu son existence, mais au niveau législatif. On sait que le gouvernement en 2005 a reconnu la nation québécoise, mais sans avantage législatif, pour ça vouloir vraiment nous donner un petit quelque chose pour être capable de se protéger en tant que nation distincte au sein du Canada. Parce que c'est ce qu'on est. Merci. Merci. C'est pour ça qu'on a le fédéralisme. C'est pour ça qu'on a les institutions qui se développent au niveau provincial et fédéral. Et c'est pour ça que la province de Québec a des aménagements dans la fédération que les autres provinces n'ont pas. Si vous pensez qu'il y a quelque chose de plus qu'il faut transférer du fédéral au provincial, discutons-en. On verra si ça sert vraiment à l'intérêt de la population, si une responsabilité publique sera mieux traitée dans la province de Québec que par le gouvernement fédéral, d'une façon qui répond au contexte québécois qu'on ne retrouve pas ailleurs au pays. C'est des choses qui se discutent et sur lesquelles on se développe. Mais moi, je dis ceci. C'est qu'on aurait je demanderais à M. Bocoté quelle responsabilité voulez-vous transférer du gouvernement fédéral au gouvernement provincial qui vous fera cesser de chercher à faire du Québec un pays indépendant. Et je suis sûr qu'il me dira qu'il veut tous les pouvoirs. Donc, ce n'est pas une question de l'aménagement de pouvoir, est-ce que la main-d'œuvre doit aller au fédéral ou au provincial? C'est plutôt une question de est-ce que le groupe auquel j'appartiens, et dans ses livres, il le décrit plus clairement qu'aujourd'hui, je trouve, est-ce que ce groupe, les francophones historiques du Québec, doivent être majoritaires dans un pays où ils seraient majoritaires. Est-ce que notre objectif à nous, c'est de faire en sorte que notre groupe ethnique soit majoritaire dans notre pays? C'est ça notre objectif. Je comprends que vous soyez indépendants parce qu'on ne peut pas l'obtenir dans le Canada. Et je dis que tous les autres objectifs universels que nous avons, nous le faisons avec les autres Canadiens d'une façon que le reste du monde admet. Oui, il y a cette idée. Vouloir que le peuple québécois, qui n'est pas qu'un groupe ethnique, que le peuple québécois soit majoritaire dans ses propres institutions, qu'il ait un pays qui lui appartienne, ne m'apparaît pas une manifestation d'exclusivisme ou de quoi que ce soit, mais je dirais tout simplement une prise en compte des conséquences de l'histoire. C'est-à-dire que nous faisons l'expérience de la chose suivante, notre minorisation dans l'espace politique canadien, notre minorisation au sein de du régime politique fédéral, le fait que le régime de 1982 soit fondé sur la négation de ces deux peuples fondateurs, le fait qu'ensuite le régime de 82 se soit consolidé jusqu'à se consolider par une mise en tutelle de la démocratie québécoise par l'Assemblée nationale, par la Chambre des communes, avec la loi C-20, dont vous connaissez quelque chose, je considère que de ce point de vue, le peuple québécois est appelé à se dissoudre politiquement et symboliquement de plus en plus à l'intérieur de l'ensemble canadien. Vous me demandez quel pouvoir je voudrais. Bien évidemment, je vous répondrai tout. Mais quand je constate, cela dit, que beaucoup de Québécois dans l'histoire, beaucoup de Québécois auraient accepté moins que tout. Ils auraient accepté moins que tout. Ils auraient même accepté de ne plus se nommer peuple, mais société distincte. Et même cela, on leur a dit, c'était trop. Alors, de ce point de vue, je considère que lorsqu'on me donne moins que tout, et finalement moins que rien, oui, je veux tout. Bonjour, monsieur. C'est la dernière question de ce côté-là. Parfait. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur Dion, monsieur Côté. C'est toujours très plaisant de vous écouter. Je m'appelle Mehdi Ben Moussa. Je suis étudiant en philosophie politique ici à l'Université Laval. Je me posais un petit peu la question, en fait. Je sais que c'est peut-être pas le thème du débat, mais on parle beaucoup de multiculturalisme et puis je me suis senti concerné. Moi, je suis algérien, je viens d'Afrique du Nord, je suis arrivé ici, j'étais tout jeune. J'ai grandi ici comme tous les autres. J'ai passé par l'ensemble du système scolaire. J'ai jamais eu l'impression de demander aux Québécois de s'effacer. J'ai jamais eu l'impression de venir masquer l'aspect proprement francophone du Québec. Écoutez, mon père, moi, est un double docteur, il a étudié dans les écoles normales supérieures en France. On a la culture française au même titre que vous, même qu'au risque de vous fâcher, on parle bien mieux français que la majorité des Québécois, les immigrants qui arrivent ici, surtout d'Afrique du Nord. Ça, ce n'est pas dit. Et on vient nous parler d'un accommodement raisonnable, du fait qu'on viendrait imposer notre culture. Est-ce que demander un plat halal à la cantine pour son fils, c'est d'imposer sa culture de force? J'en ai pas l'impression, moi. J'ai pas l'impression qu'on soit la si grande menace que vous dépeignez dans tous les médias, M. Côté. J'ai bien de la difficulté avec cette façon de nous voir, nous, et de nous dépeindre. Nous avons exactement la même culture que vous. Nous avons grandi avec Balzac, avec Verlaine, avec Baudelaire, au même titre que vous. On a étudié exactement les mêmes auteurs et on a hérité de la même culture. Je vois pas de différence entre le Québécois d'origine et l'immigrant. J'aimerais entendre M. Dion aussi sur cette question-là. Merci, monsieur. Cher monsieur,
voilà pourquoi le débat aujourd'hui ne portait pas sur les Québécois d'origine musulmane ou d'Afrique du Nord, mais portait sur l'idéologie multiculturaliste. Voilà pourquoi le débat aujourd'hui porte premièrement sur le multiculturalisme d'État au Canada. Deuxièmement, porte sur l'idéologie multiculturaliste en général. On en a moins parlé d'ailleurs, on pourrait en parler. Donc, le débat aujourd'hui porte sur le multiculturalisme. Je constate d'ailleurs que les défenseurs du multiculturalisme au Québec ne sont pas d'abord des nouveaux arrivants, ce sont souvent des Québécois, comment les appeler, de souche, je ne sais plus comment les nommer, des Québécois d'origine française, des Québécois francophones, qui en sont convaincus, mais je suis en désaccord avec eux. Je constate qu'eux aussi sont en désaccord avec la majorité de leur société, comme on l'a vu dans le moment du rapport du Jean Taylor. Mais le débat ne porte pas en ce moment sur la contribution ou non des nouveaux arrivants, de quelque origine que ce soit à la société québécoise. La question porte sur le modèle d'intégration que nous privilégierons comme collectivité. La question porte aussi, vous me permettrez de le rappeler, sur la possibilité qu'a le Canada ou non de nommer la réalité québécoise ou de l'occulter. C'était le débat aujourd'hui, voilà pourquoi je n'ai pas parlé de votre question. Je ne suis plus du tout sûr de quel débat on parle. Mais moi, monsieur, je trouve que vous êtes au cœur du débat. Pas ce qu'on vient d'entendre, mais vous êtes au cœur du débat. On a quelqu'un qui arrive ici chez nous, qui a des compétences, qui parle la langue. Il faut utiliser ces compétences au maximum le plus rapidement possible. Ça, c'est le débat. Ça, c'est le débat qui fait qu'on réussit ou qu'on échoue dans le monde occidental dans lequel nous sommes, où les populations sont remplacées par des populations plus diversifiées. Et nous savons beaucoup de plus enquêtes menées au Québec, le monde. Justement, si vous vous appelez Bachir ou Beaulieu, avec le même CV, on a plus de chances que Beaulieu n'emporte que Bachir. Conclusion. Le multiculturalisme fait partie de la solution parce que ça renforce la confiance entre les gens, ça renforce la confiance qu'un employeur peut embaucher quelqu'un même si ce n'est pas épeler son nom. C'est ça qu'il faut qu'on développe pour qu'on réussisse tous ensemble. Ça, c'est le cœur du débat aujourd'hui, mesdames et messieurs. Merci. Les deux dernières questions. André Beaulieu, étudiant doctorat en géométrie. Parenthèse, la menace culturelle ne vient pas de l'Afrique du Nord, mais de notre frontière sud, et de l'autre côté de l'Outaouais. Fin de parenthèse. Monsieur Dion, tout à l'heure, mentionnait qu'il y avait un exemple, parce que les Québécois peuvent participer au débat avec les autres Canadiens. Pourtant, quand je regarde l'actuel ministre des Transports, des employés d'Aléos, on ne peut pas dire qu'il porte ses culottes pour défendre les intérêts des Québécois. Lorsque la Constitution a été rapatriée unilatéralement contre l'unanime de l'Assemblée nationale, on ne peut pas dire que les députés libéraux du Québec se sont debout. Puis lorsque les contours maritimes, les navires de guerre, le Québec a eu zéro, on ne peut pas dire que les députés du NPD se sont debout au Québec. Alors, où est-ce qu'ils sont nos députés fédéraux qui sont pro-canadiens, qui prônent la participation du Québec au sein du Canada? Où est-ce qu'ils sont quand il y a le temps de défendre nos intérêts? Parce que jusqu'à présent, j'ai l'impression que c'est plutôt leur job de ministre qui sont en train de défendre. Vous parlez aux députés qui viennent perdre d'Avéos, c'est dans mon comté. Je me bats comme un fou avec les syndicats pour trouver une solution, ça m'occupe beaucoup. Et j'espère qu'on va y arriver. Et je travaille aussi avec les députés provinciaux, avec le maire, on travaille tous ensemble. C'est une responsabilité que je suis fier d'exercer depuis plus de 15 ans maintenant. C'est toujours réélu par mes collègues. J'ai déjà répondu sur la loi constitutionnelle de 1982. Il y avait eu beaucoup de discussions à l'époque. Il faut savoir que tous les Québécois étaient derrière M. Lévesque. Il y en avait énormément qui étaient derrière M. Trudeau et qui appuyaient la position de leurs députés fédéraux et provinciaux, puisque le Parti libéral du Québec avait une position très différente du Parti québécois à l'époque. Quant à la part du Québec dans le Canada, M. Chrétien a coutume de dire que les Canadiens ont deux convictions. La première, c'est que leur pays est le meilleur au monde, et que la seconde, c'est que leur province n'a pas sa juste part. Et j'entends ça tous les jours de toutes les provinces, je jamais la juste part. Mais quand vous regardez les comptes publics, et la majorité des économistes, le Québec reçoit plus que sa part en tant que province moins riche que la moyenne. Si M. Bocoté a des données, je serais bien heureux d'en discuter avec lui, mais sans doute qu'il va trouver ça trop abstrait comme débat. M. Bocoté réagisse aussi. Mon Dieu. Vous nommez quelque chose de réel. C'est-à-dire, lorsque les députés québécois sont obligés de penser la responsabilité politique à l'intérieur des grands équilibres pan-canadiens, lorsque finalement, à Ottawa, ils représentent, en fait, lorsque au Québec, ils représentent Ottawa, plutôt que de représenter le Québec à Ottawa, eh bien, ils seront amenés peu à peu à consentir à la normalisation du régime canadien au Québec. Ça va paraître évident. Et ça nous ramène à 1981-82. Je constate que M. Dion n'a pas le courage d'endosser 81-82. Il endosse le fait que le Canada s'est refondé sans tenir compte de la signature d'un de ses deux peuples fondateurs,
à tout le moins, les choses sont claires. Eh bien, à ce moment-là, je constate que l'Assemblée nationale, la seule expression politique du peuple québécois, la seule expression politique légitime de cette majorité historique francophone, eh bien, à ce moment-là, on a décidé de considérer qu'elle comptait pour des prunes. On a décidé que ça ne comptait pas. C'est ce que j'appelle la marginalisation politique du Québec dans le Canada. C'est un mouvement qui est enclenché depuis longtemps et qui aujourd'hui semble culminer avec le gouvernement Harper tel qu'il gouverne à Ottawa. Vous cherchez toujours à nous ramener sur des questions de politique publique. Or, il y a des questions fondamentales qui relèvent de la Constitution, qui relèvent de l'histoire, qui relèvent de l'équilibre, des rapports de force entre les peuples. C'est une question que vous évacuez. Je constate qu'en l'évacuant, vous évacuez encore une fois le réel. Merci. Monsieur. Je m'appelle Charles Régard, je suis né à Vancouver, intégré au Québec. Moi, j'ai fait un échange étudiant à peine au secondaire 5 pour aller travailler en Ontario, en banlieue de Toronto. Je m'attendais à ce que ça soit majoritairement anglophone. J'ai rapidement déchanté. C'était très concentré ethniquement. Là où j'étais, c'était majoritairement chinois. Il y avait des centres d'achat entiers en chinois. Tout ce qu'on voyait dans l'anglais, c'était Emergency Exit. Puis les heures d'ouverture, sinon c'était que en chinois. J'ai pas l'impression que le modèle canadien, c'est un succès en matière d'intégration parce qu'on dirait que dès que les communautés sont, en tout cas certains membres de certaines communautés sont assez nombreux, ils ont plutôt tendance à se rassembler, ils disent multiculturel, ok, bon, on n'est pas vraiment forcé de s'intégrer, on s'intègre si on veut. Bon, ben, c'est ce qu'on va faire, on va faire des gros gâteaux de banlieue de 50, de 100 000 personnes en Ontario. On va faire nos propres centres d'achat avec tout ce qui est écrit en anglais sur les heures d'ouverture, puis sortie d'urgence. Moi, personnellement, je vois pas ça comme un succès. Puis aussi, on a vu à Radio-Canada un reportage sur des musulmans qui voulaient faire une ville 100% musulmane en Ontario. Un ghetto centralisé sur une grosse mosquée au centre, avec tout était concentré vers la mosquée. Moi, je vois pas ça comme un modèle d'intégration, sérieusement. Au Québec, on ne voudrait jamais avoir ça, puis ça passerait jamais. Merci, monsieur. Ça s'adresse au Monsieur Dion, et ensuite, conclusion, de façon inversée de la présentation des bases, et vous aurez la parole. Jusqu'à présent, au Canada, on a évité les ghettos fermés que vous venez de mentionner. Je ne dis pas qu'il n'y a pas un risque, je ne dis pas qu'il ne faut pas garder les yeux ouverts. Mais si vous comparez avec les ghettos aux États-Unis ou en Europe, on a évité ça. Au Canada, on a réussi mieux qu'ailleurs à tirer parti de ces nouveaux arrivants. Et il y a quantité de personnalités canadiennes d'origine asiatique qui peut-être le soir rentrent dans un quartier qui est majoritairement de leur origine et qui interagissent avec les autres. Le taux de mixité, de mariage mixte, de mariage entre des gens de différentes origines, est encore plus élevé au Canada qu'ailleurs. Il n'y a aucun signe que ça ralentit. Même ce fameux sondage de l'actualité avait pu titrer en disant un anglophone sur deux est en couple avec un francophone. Ça a pu être le titre au lieu des titres alarmistes qu'on a eu. Alors, écoutez, vous avez raison de faire pression pour éviter qu'il y ait un dérapage. C'est un risque, mais on s'en sort mieux qu'ailleurs, justement parce qu'on évite les gens à avoir confiance les uns dans les autres et à apprendre les uns des autres, au lieu de se calfeutrer chacun chez soi. Alors, chacun, 2 minutes pour conclure. Merci pour vos questions et nous avoir aidé à ce débat harmonieux. Alors, encore une fois, merci à l'Université Laval et au Parti québécois de l'Université Laval de l'organisation de ce débat qui a le mérite de la clarté. Qui a le mérite de la clarté, c'est-à-dire que le débat, finalement, sur le multiculturalisme, évidemment, on le voit partout en Occident. Il fonctionne, on l'a évoqué tantôt, à partir du clientélisme identitaire. Le multiculturalisme fonctionne au clientélisme identitaire, fractionne la citoyenneté, a tendance à dissoudre les cultures nationales, fonctionne quelquefois même jusqu'à l'oubli de l'histoire, sinon à la repentance. Le multiculturalisme, partout, nous le constatons, n'est pas nécessairement chaque fois une catastrophe à comme on pourrait le dire de manière caricaturale, mais c'est certainement un échec du point de vue démocratique. Dans le cadre canadien, parce que ça demeure néanmoins le cadre dans lequel on a cherché à tenir ce débat aujourd'hui, le multiculturalisme, nous devons le rappeler, participe à la stratégie générale de l'État fédéral de négation, d'occultation de la question québécoise. Je constate qu'aujourd'hui, la question du Québec, qui aurait dû être le cadre de référence de cette réflexion sur le multiculturalisme, la question du Québec était toujours considérée pour qu'on travaillait à la dissoudre d'une certaine manière. Elle ne comptait pas comme question fondatrice. La question du Québec ne comptait pas comme question fondatrice sur le plan politique. Ça nous ramène, quant à moi, parce que c'est l'horizon politique sur lequel je me situe, ça nous ramène à la question du Québec.
Le mouvement nationaliste québécois, le mouvement indépendantiste, aurait tout intérêt à reprendre une critique du Canada, non pas sur le plan seulement des valeurs, non pas sur le plan des politiques sociales, non pas sur le plan des circonstances, mais une critique du régime. Le régime de 1982 a été fondé sur la volonté d'évacuer le Canada historique, de nier un de ces deux peuples fondateurs et de le transformer en communauté déterritorialisée, ethnicisée, dépolitisée. Quant à moi, la volonté de réarticuler l'espace politique québécois avec la majorité historique francophone, de tendre la main, de s'ouvrir bien évidemment, mais de s'ouvrir à partir de notre culture, sans considérer qu'il s'agit d'une culture parmi d'autres, dans un bazar identitaire, il m'apparaît là qu'on a un projet politique porteur pour le Québec. J'ajouterais quant à moi que les Québécois, de ce point de vue, pourraient se déprendre d'un pays qui les a niés. Ils trouveraient dans l'indépendance l'occasion de se nommer eux-mêmes pour la première fois. Je vous remercie. Merci au Parti québécois, c'est important qu'on ait un dialogue ensemble. Je voulais juge, est-ce que vraiment vous vous sentez dans un monde de négation, d'occultation, de dissolution, de minorisation? Sur vos côtés, vous voulez ajouter tous les termes les plus négatifs les uns que les autres, sur le fond, sur les choses concrètes qui ont été dites aujourd'hui. J'ai une mot contredit sur rien. Le multiculturalisme fonctionne pour aider les gens à vivre ensemble, fonctionne pour tirer parti des nouveaux arrivants, fonctionne à Montréal, fonctionne à Toronto, fonctionne à Vancouver. L'assimilation en sens unique ne fonctionne pas aussi bien, il ne faut surtout pas commettre cette erreur. Alors si on s'entend là-dessus, ça va bien. Maintenant, vous allez peut-être vous poser la question, est-ce qu'on réussirait aussi bien à faire du multiculturalisme dans un Québec indépendant? Ça, on ne le sait pas. Et une chose est certaine, c'est qu'on ne peut pas justifier la brisure du Canada au nom des valeurs de multiculturalisme, de progressisme et tout. La seule raison par laquelle vous voulez peut-être souhaiter faire du Québec un type pays indépendant, c'est celle que M. Bock-Côté martèle dans tous ses livres. Il faut que les Québécois, la minorité, les Québécois francophones historiques deviennent majoritaires dans leur pays. Ils cessent d'être minorisés. C'est un projet qui ne concerne pas les autres Québécois. Ils ne l'appuient pas ou très peu. Pourquoi ils n'appuient pas? Parce que ce n'est pas pour eux. Ils restent une façon de minorité. Ils acceptent d'être une minorité au Québec ou dans l'ensemble du Canada. Je crois qu'on a mieux à faire, nous, les Québécois francophones historiques, que de prendre un pays plus petit pour être majoritaire. On n'a qu'à travailler avec les autres et travailler dans ce grand pays, tous ensemble, pour le rendre meilleur et plus admirable à tous les êtres humains de la Terre, et le faire grâce à notre culture des Québécois, notre talent québécois. Nous qui avons ce pays, nommé ce pays, le Canada, on peut le faire avec les autres, et on peut le faire avec la force que nous donne notamment le multiculturalisme. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir manifesté aussi grand intérêt. Merci beaucoup. Oui, merci à tous et à toutes d'avoir participé grandement comme ça à ce débat. C'était très constructif. Je tiens à rappeler que les opinions divulguées aujourd'hui ne correspondent pas nécessairement à celles du Parti québécois. Je vous remercie énormément de votre participation. Les livres de Mathieu Bock-Côté et de Stéphane Dion sont en vente par les Poissons et seront probablement disponibles quelques minutes pour vous autographier. Merci beaucoup, bonne journée.